Bonjour, on va commencer. Donc vous m'entendez pas plus fort, mais c'est parce qu'on enregistre en fait. Ok. Donc moi je me présente, je m'appelle Nadine Zanoni, je suis architecte de formation. Je travaille dans une. Vous m'entendez ou je dois parler plus fort? Ouais, approchez-vous, c'est encore plus simple. Ça va m'éviter de. Donc je suis architecte de formation et je travaille chez Espace Environnement, qui est une ASBL qui se situe à Charleroi. On est une trentaine de personnes et on travaille sur la notion de cadre de vie en général. Donc j'ai des collègues qui sont sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, d'autres qui travaillent sur la trame verte et bleue, les jardins partagés, et moi je suis plus spécifiquement sur la question de la rénovation durable. Donc voilà. Vous voyez, on agit sur de nombreux sujets. Je vous ai mis notre adresse mail si vous voulez aller voir notre site, il y a pas mal d'infos. Donc c'est ce que je disais à Mathilde, je lui transmettrai un PDF et vous donnez votre adresse mail et vous l'aurez. Voilà. Et normalement la conférence sera aussi sur le site de la commune. Juste un petit point, vous n'êtes pas enregistré, c'est vraiment l'intervenante qui est enregistrée, mais n'ayez pas peur d'être sur la vidéo, c'est vraiment calibré sur voilà. Quelle chance. Et donc ici, on m'a demandé de faire une première intervention sur la question de l'isolation en général et une seconde début d'après-midi sur plus spécifiquement la toiture. Donc je ne sais pas si vous comptiez participer aux deux. Oui, il y aura certaines redites au début de la toiture, mais voilà, on reciblera après plus spécifiquement sur la question de la toiture. Pardon? À deux, ouais. Donc voilà, ok. Mais c'était juste pour vous dire, vous étonnez pas, alors il y aura des petits recouvrements parce qu'il faut réexpliquer les bases. Donc ici, moi, on m'a demandé de vous parler un peu de c'est quoi cette performance énergétique des bâtiments, ses objectifs, c'est quoi la stratégie qu'il y a là derrière, puis de rentrer vraiment dans l'isolation, pourquoi on isole, comment ça marche, l'isolant versus l'isolation, les différentes couches qu'on met en place pour mettre de l'isolation. Donc l'isolant, c'est la matière que vous mettez en place, mais ça ne fait pas de l'isolation. Il y a d'autres choses à faire pour faire de l'isolation. Okay. Et la question de la gestion de la vapeur d'eau qui devient le point crucial quand on isole les bâtiments maintenant. Et je ferai une petite insiste sur la question de la ventilation, parce que vous verrez, j'ai beaucoup parlé d'étanchéité à l'air pendant mon exposé, et en fait, quand on rend le bâtiment étanche à l'air, à un moment, il faut compenser ce renouvellement d'air qui se faisait avant naturellement, et on doit faire de la ventilation. Et c'est vraiment comme un tabouret à 3 pieds, on isole, on rend étanche, et on ventile son bâtiment. On coupe un pied, le tabouret, il est par terre. Donc voilà. Donc la PEB, vous avez déjà entendu ce mot-là? Ça veut dire quoi? Si vous avez fait un audit. Oui. Donc le P de performance. Voilà. Donc la PEB, c'est ce qui est maintenant la réglementation au niveau de l'isolation et de la performance énergétique des bâtiments. C'est voilà, comme sur les... Je suis devant ou je suis pas devant? Non, je suis pas devant. Vous voyez, comme sur les appareils électroménagers, en fait, votre bâtiment a une étiquette classée de G à A. Le G, c'est un bâtiment très, très passoire énergétique. Le A, c'est le bâtiment performant, presque passif. Et donc, quand vous faites un audit, un certificat énergétique, on va classer votre bâtiment dans ces étiquettes-là, comme on classe un frigo peu performant, très performant. La moyenne en Wallonie, elle se situe entre E et D. Et donc c'est vraiment une carte d'identité énergétique du bâtiment qui vise à assurer les économies d'énergie, mais aussi le confort et le bien-être. Donc c'est pas que pour l'énergie, c'est aussi pour le confort et la qualité de l'air dans le bâtiment. Donc, et on va passer à travers ça. Donc il y a 5 critères évalués qui sont le besoin en chaleur du logement. Donc ça c'est le chauffage, votre besoin en chauffage. Ça va définir si votre bâtiment est bien isolé ou pas. Une fois qu'on a isolé le bâtiment, on va travailler sur les questions de performance énergétique des systèmes. Donc votre chaudière, votre production d'eau chaude, est-ce qu'elles sont performantes ou pas? Ensuite, on va parler de la ventilation. Est-ce que votre système de ventilation est correct? Et, cerise sur le gâteau, on va parler des énergies renouvelables, si vous en avez mis chez vous, donc des panneaux solaires, des pompes à chaleur. Ici, on va essentiellement parler aujourd'hui d'isolation, donc du critère besoin en chauffage et besoin en ventilation contrôlée. Ça va être les deux grands thèmes aujourd'hui.
Mais toujours vous dire, quand vous faites un projet de rénovation d'un bâtiment, il faut toujours penser global. Vous isolez votre toiture, mais il faut penser à ce que vous allez faire après. Vous isolez votre toiture, dans 5 ans, vous voulez isoler vos murs, mais il faudra peut-être travailler sur les débordements de toiture à ce moment-là pour couvrir votre isolation de murs. Et donc c'est toujours avoir un projet global en vue, même si on le fait par phase. C'est essentiel. D'après ce que je vous ai dit, quand vous voyez cette photo, vous trouvez que c'est une bonne solution qui a été mise en œuvre ? À votre avis? Est-ce que c'est, vous voyez la photo? Est-ce que la solution qui a été mise en œuvre là est une bonne solution par rapport à ce que je vous ai donné comme premier critère de lecture? Exactement. Tout à fait, c'est vraiment ça. Donc on voit ici des panneaux solaires, mais on voit surtout ici une vieille toiture, probablement pas isolée. Et on voit même qu'il y a des infiltrations d'eau parce qu'ils sont venus mettre des espèces de gros sparadraps pour empêcher les infiltrations d'eau. Donc ça, c'est vraiment une stratégie d'action qu'il ne faut pas mettre en place. Quand on fait de la rénovation énergétique du bâtiment, il faut passer par des étapes. Ça, c'est le moins bon système. Et en plus, à moins d'avoir des micro-onduleurs, vous voyez ici que les panneaux sont ombragés, donc on perd énormément en rendement, simplement par le fait qu'il y ait une partie des panneaux qui soient ombragés. Si on ne met pas en place des micro-onduleurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, quand on fait de l'isolation, quand on fait de la PEB, il faut passer par étapes. Il faut d'abord donc penser à la sobriété, donc consommer moins, donc isoler son bâtiment et ventiler, le rendre étanche et ventiler. On va penser à l'efficacité ensuite. D'abord, je diminue mes consommations. J'isole le mieux possible mon bâtiment. Une fois que je suis arrivé à des consommations minimum en besoin de chauffage, je vais mettre des systèmes qui vont produire cette énergie dont j'ai besoin, mais de façon la plus efficace possible. Donc j'ai une vieille chaudière, je vais mettre une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur si je suis suffisamment descendu dans mes consommations énergétiques en chauffage. Et après, je vais produire seulement de façon responsable. J'ai commencé à penser aux énergies renouvelables pour alimenter mes systèmes de production. C'est vraiment, j'isole, je mets des systèmes efficients, et puis après, je pense à produire mon énergie moi-même, si on décolle. Donc c'est on va dire, on part du low-tech. Isoler, c'est quelque chose de low-tech, c'est pas technologique, vers les trucs de plus en plus technologiques, si on veut avoir une lecture très rapide. Donc le panneau solaire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, ici, on va se concentrer sur la question d'isolation, donc sur le fait de limiter les besoins en chauffage. Est-ce que vous avez une idée, quand vous avez un bâtiment qui n'est pas isolé, comment se répartit votre facture énergétique pour votre logement? Les postes qui coûtent les plus cher et comment ils se répartissent, si on devait faire un camembert de la consommation dans un logement. Le chauffage. Et à votre avis, donc votre bâtiment, c'est un bâtiment mitoyen non isolé, quelle est la part de votre facture en chauffage? On estime, donc vous voyez, c'est le chauffage qui est la grosse part de mon camembert, on estime ça, c'est 3/4 de votre facture énergétique dans un bâtiment non isolé. Le second gros poste après le chauffage, c'est la production d'eau chaude sanitaire. Donc c'est vraiment les deux postes où il faut agir en priorité. Donc qu'est-ce qu'on fait pour alimenter son chauffage? On isole. C'est le seul et le meilleur moyen. Si on veut garder son confort et faire des économies, on va isoler. Et ça, c'est un dessin qui représente aussi une maison mitoyenne et qui montre comment se répartissent en fait les fuites de chaleur. Donc on voit clairement 30% par la toiture. Donc 30% de votre facture énergétique, c'est par votre toiture qui est non isolée. C'est logique, parce que quand vous regardez une toiture, à part les tuiles, vous êtes directement dehors. Donc là, la chaleur, elle passe, elle a une rampe de lancement pour sortir. Ensuite, c'est les murs pour 25%. C'est logique aussi parce que les murs, c'est une grande surface du bâtiment, donc c'est une grande surface d'échange. Les sols pour 10% et les fenêtres entre 10 et 15 selon l'état des menuiseries. Donc on isole, on remplace ses fenêtres, on a déjà bien amélioré son confort. Donc ça, c'est un bâtiment dans lequel, vous voyez, en fait, c'est deux bâtiments identiques accolés. Le premier, il n'y a eu aucune intervention, et sur le second, ça a été isolé, mur, toiture, sol, fenêtre. Et on voit une caméra thermique. Vous avez déjà vu ce type de caméra? En fait, la couleur de la photo donne la température de la surface.
Dans un bâtiment, si votre mur est chaud, ça veut dire que la chaleur intérieure chauffe votre mur, qui chauffe l'extérieur au lieu de rester à l'intérieur. Donc plus j'ai une couleur chaude, rouge ou jaune, plus mon mur est chaud, plus je suis déperditif. Et ici, on voit là où on a isolé la toiture et les murs, on voit que c'est bleu, donc c'est resté froid, parce que la chaleur reste dans le bâtiment et est freinée par l'isolant qui l'empêche de sortir. La deuxième, donc ça, c'est la première plus-value de l'isolation, c'est garder la chaleur à l'intérieur et donc faire des économies parce qu'on a besoin de moins de chauffer vu que ça reste dedans. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la température ressentie. Vous avez déjà entendu parler de ça? En fait, la sensation que vous avez de chaleur n'est pas la même que celle que vous avez au thermomètre. Quand vous avez et nous, on a fait un petit test, hein, on a un bâtiment en pierre. Ce côté-ci n'est pas isolé, ce côté-ci est isolé. Il fait 0 degré dehors. Et on a un petit appareil comme les thermomètres à bébé, vous voyez, qui prennent la température à distance, et on a pris la température des murs. Okay. Du côté non isolé, on a un mur qui était à 10 degrés. Du côté isolé, on avait un mur qui était à 18 degrés. Avec une température ambiante de 20 degrés à l'intérieur. Donc avec la même température intérieure, mon mur d'un côté était très froid vu qu'il perdait sa chaleur, et l'autre il était très chaud parce qu'il gardait la chaleur dans sa structure. Et la température que vous ressentez réellement quand vous êtes près de ces murs, c'est la moyenne de la température ambiante et de la température de surface. Donc quand je suis près du mur, non isolé, j'ai 20 plus 10, 30, je ressens 15 degrés. Quand je suis du côté du mur isolé, 20 plus 18, 38, je ressens 19 degrés. Donc avec une même température ambiante, un mur isolé va vous donner une sensation de confort beaucoup plus forte. On peut, avec 19 degrés, être confortable dans le bâtiment, là où avant on en avait peut-être besoin de 22 parce qu'on avait froid à cause des parois. En fait, vous êtes un espèce, vous avez une certaine chaleur, la paroi a une certaine chaleur, si elle est plus froide que vous, elle capte votre chaleur. Il faut toujours s'imaginer un espèce de vase communicant. Votre chaleur est captée par ce qui est plus froid. Le mur étant plus froid, il vous refroidit et c'est ça qui vous rend cette sensation de froid. Et on en a beaucoup entendu parler quand c'était la crise énergétique il y a 2 ans de ça. 1 degré au thermostat en moins, c'est combien d'économies sur une facture? Vous vous souvenez du chiffre qu'on entendait? On estime que c'est 7%. Donc, diminuer son thermostat d'1 degré, je diminue ma facture de 7%. C'est pas négligeable non plus. Donc c'est vraiment un double effet avec l'isolation, c'est le fait de garder la chaleur et d'avoir une meilleure sensation qui permet de diminuer le thermostat. Ok. Et c'est pas parce qu'on a une maison isolée qu'il faut arrêter. Oui. Les degrés, 7% pour 1 degré, 14% pour 2 degrés. Si. Oui, logique. C'est des calculs très abstraits qu'on fait là derrière. Et moi, j'entends beaucoup d'UNIF qui disent même que 7, c'est sous-estimé. Donc voilà. Ça ne vous empêche pas de continuer à mettre des beaux rideaux devant vos fenêtres pour toujours garder ce côté un peu cocoon, parce que c'est aussi une sensation ressentie. Ce qui est important aussi quand vous avez vraiment un bâtiment qui est bien isolé, c'est de protéger en été. C'est en été d'empêcher la chaleur de rentrer. Parce qu'une fois que la chaleur est rentrée, comme vous êtes isolé, elle ne ressort plus, ou elle ressort très difficilement. Et donc c'est aussi, quand on isole bien un bâtiment, c'est penser, en tout cas les façades est, sud et ouest, à occulter les fenêtres quand il y a du soleil qui donne dedans. Ça c'est vraiment important, c'est le gros problème maintenant des bâtiments isolés, c'est la surchauffe en été. Donc, voilà. Donc on isole donc ses murs, ses toitures, on change ses châssis, on isole son sol, mais en isolation, on fait aussi ce qu'on appelle de l'étanchéité à l'air. Et pourquoi? Parce que vous voyez ce chiffre-là de 20%, c'est votre énergie qui part par toutes les fuites d'air qu'il y a dans votre bâtiment. C'est toutes les petites flèches rouges que j'ai sur mon graphique. Donc, quand vous avez un mur et un châssis qui se croisent, autour du châssis, il y a des fuites d'air. Quand vous avez les pieds de toiture, vous avez des fuites d'air. Les endroits où les poutres rentrent dans les murs, il y a des fuites d'air. Donc le bâtiment, quand il n'est pas traité, c'est une grosse fuite d'air. Et on estime que 20% de la chaleur s'en va par là. On est presque comme à la toiture, où j'avais 30% pour la toiture. Donc c'est vraiment important de rendre le bâtiment étanche à l'air. Mais comme je vous le disais tantôt, avant cette non-étanchéité à l'air, c'est ce qui faisait qu'il y avait des courants d'air dans votre bâtiment.
et qui renouvelait votre air intérieur en continu. Maintenant, une fois qu'on a fermé toutes ces bouches-là, il faudra mettre un système qui vient compenser ça et faire ce renouvellement d'air de façon souvent mécanique. Et j'ai, si vous voulez, après, une petite maquette qui montre avec des fumigènes comment ça fonctionne. Mais au fait, comment ça marche, l'isolation? Qu'est-ce qui isole physiquement? Moi, là, j'ai une mallette où j'ai 40 sortes d'isolants. J'ai de la laine de bois, de la laine de mouton, du polyuréthane. Et tout ça, c'est des isolants. Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fait que ça isole? Ça. Voilà, le premier élément qui isole, c'est l'air. Pas n'importe quel air, mais le premier élément, c'est l'air. C'est pas la matière, c'est l'air qui est emprisonné dans la matière. Voilà. Et ça, pour le comprendre, c'est assez simple. Hein. Pour l'air, vous vous imaginez... Oh, je l'ai fait à l'envers. Vous voyez, ça, c'est des simples vitrages. Donc, vous avez ici un simple vitrage, là un double, et là un double avec un gaz particulier au milieu. Il fait moins 10 dehors. Le simple vitrage, il fait 20 à l'intérieur. Vous mettez votre main à la surface du simple vitrage. Comme pour mon mur, je serais plutôt à moins 2. Voilà. Et un jour, un type s'est dit, le verre, c'est pas isolant, c'est un conducteur. On s'est dit, au lieu de mettre une couche, je vais en mettre 2. 2 matériaux non isolants, tout compte fait. Mais quand on met sa main à la surface, on est à 10 degrés. Donc qu'est-ce qui a changé entre les deux? Simplement, cette couche d'air qu'on est venu mettre entre les deux. Donc là, on comprend vraiment que c'est l'air qui isole. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, je vais vous demander un petit... J'étais trop vite. Une petite imagination pour comprendre ce qui isole. En fait, je vais vous montrer comment vous vous isolez et ça va expliquer comment le bâtiment le fait. En fait, il utilise le même système que nous. Okay, donc imaginez-vous, vous êtes au mois de septembre, gros soleil à la mer. Vous venez de dîner, vous faites votre petite balade digestive sur la digue à 2 heures. Vous sortez en t-shirt parce qu'il y a un gros soleil, c'est bien. Vous avez de la chaleur. Tout d'un coup, le soleil se cache. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc vous commencez à avoir froid. Qu'est-ce que vous faites? On met son gros pull. Donc je mets mon gros pull. Et là, de nouveau, j'ai chaud. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez mis votre pull en laine? La laine, entre ses mailles, elle contient de l'air. Et donc c'est cet air emprisonné dans votre pull qui va vous tenir chaud. Ok? Maintenant, le vent se lève. Donc vous aviez bien chaud avec votre pull, tout d'un coup le vent se lève. De nouveau, c'est quoi votre réflexe? Vous avez froid, donc vous mettez un parka. Vous mettez un coupe-vent, vous le fermez bien au cou, au poignet, et vous avez de nouveau confort. Qu'est-ce qui a changé en faisant ça? Ce qui isole, c'est pas simplement l'air, c'est l'air immobile. Parce qu'en fait, quand le vent extérieur vient agiter les molécules d'air qu'il y a dans votre pull, ils prennent les molécules chaudes que vous avez chauffées à votre corps, ils les extraient, ils les remet par du froid. Et ça, c'est un brassage qui fait que ça va vous refroidir. Donc réflexe, on met un parka qui empêche cet air de venir me refroidir en permanence. Pas n'importe quel parka. Moi, j'ai un grand chien. Quand je suis sur la digue, je dois jouer à la baballe avec lui et courir. Au bout d'un moment, si je mets un kawaii, donc un matériau très imperméable à l'extérieur, très étanche à la vapeur d'eau, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand on avait les kawaii, qu'on était enfant, des grands souvenirs, hein. C'est ça. Voilà, on commence à transpirer et donc à mouiller l'intérieur de notre isolant, on va dire, qui est notre pull. Et une fois que l'air est humide, il n'isole plus non plus. Donc ce qui isole, c'est l'air immobile et sec. Quand je fais de l'isolation, je cherche à rendre l'air immobile et sec. Donc ce parka, maintenant on ne met plus de kawaii. Qu'est-ce qu'on va on va acheter des matériaux comme du Gore-Tex qui permet à la vapeur d'eau, enfin à la transpiration à vapeur d'eau qu'on produit de sortir. Donc on a un kawaii, enfin on a un coupe-vent, mais pas n'importe quel coupe-vent, un coupe-vent qui permet à la vapeur de sortir. Deuxième couche, le pull isolant, une couche extérieure qui permet à la vapeur d'eau de sortir. Donc ça c'est là, l'air immobile et sec. Et on a une troisième couche, qui est notre peau. Notre peau, elle ne laisse pas sortir toute l'humidité de notre corps d'un coup. Nous, un homme, c'est 60% d'humidité.
de liquide dans son corps. S'il a laissé sortir tout d'un coup, j'aurais beau avoir le meilleur coupe-vent respirant ouvert à la vapeur d'eau qui est, il ne pourrait pas gérer cette humidité-là. Et donc on a la peau avec ses petits pores, ces petits trous qui laissent passer l'humidité tout doucement. Et donc on a 3 couches. Nous, pour avoir un confort thermique, on a notre peau, le pull et le coupe-vent. Et dans le bâtiment, c'est le même. Le bâtiment, il a en permanence 3 couches pour y arriver. Et ça, c'est ce que je vous disais. Le principe des vases communicants, vous connaissez. Je vous l'ai dit tantôt. C'est, on a quelque chose, on a un pot à droite, enfin à gauche qu'on remplit d'eau. Si on le relie par le dessous à un autre pot, je vais remplir. Les 2 pots vont se remplir en simultané. Et à un moment, quand je coupe, les 2 pots vont se mettre à l'équilibre. Je remplis d'un côté, mais pourtant ça s'équilibre sur les 2, par le bas. Mais le bâtiment, c'est le même. Le bâtiment, il est en vase communicant. Mon ambiance intérieure veut toujours s'équilibrer avec celle extérieure. Donc il fait chaud ici, la chaleur veut sortir pour aller chauffer dehors. Il fait humide ici, l'humidité, la vapeur d'eau va vouloir sortir pour aller s'équilibrer avec celle de dehors. Et le bâtiment, c'est des régimes qui sont changeants. En hiver, vous avez 20 degrés à l'intérieur, moins 5 dehors, donc la chaleur, elle veut passer dans le mur, dans la toiture, et c'est l'isolant qui va freiner. Mais surtout, il fait généralement plus humide à l'intérieur qu'à l'extérieur, et donc l'humidité, elle va aussi massivement sortir. Et il faudra freiner ce passage, comme ma peau le fait, pour éviter d'avoir un isolant qui se retrouve mouillé dans mon complexe. En été, c'est plus particulier en été. Et on verra que la logique d'isolation d'été, notamment dans les toitures, n'est pas forcément la même que pour l'hiver. Et donc, en hiver, il fait 25 dehors, il fait 20 dedans. Là, la chaleur, elle veut rentrer. Et moi, je vais l'empêcher de rentrer. Et au niveau de l'humidité, ça n'arrête pas de changer. Une fois ça rentre, une fois ça sort. Et ça, il faut toujours aussi le garder à la tête, que c'est deux régimes très différents. Et donc moi, ce que je dois rendre, c'est l'air immobile et sec. Donc mon isolant, c'est différent de l'isolation, c'est ce que je vous disais tantôt. L'isolant, c'est mon pull. L'isolation, c'est la peau, le pull, le parka. C'est ces 3 couches-là. À chaque fois que vous avez un projet d'isolation, il faut toujours vous dire qu'il y a ces 3 fonctions-là qui se retrouvent dans mon complexe isolant. Donc dérouler bêtement, vous voulez isoler votre grenier, vous déroulez bêtement un rouleau de laine minérale, vous ne faites pas d'isolation. Vous n'êtes pas efficace en termes d'isolation. Il faut mettre la peau, le parka, pour protéger la couche isolante. Et donc, maintenir l'air immobile dans l'isolant, comment on fait dans le bâtiment? Eh bien, on a c'est plus pour vous expliquer les termes que je vais utiliser. On va supprimer tous les mouvements d'air et toutes ces fuites d'air qui permettent à l'air chaud de sortir. On appelle ça rendre étanche à l'air. Donc l'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qu'on fait de l'intérieur pour empêcher l'air chaud de sortir. Mais on va aussi empêcher le vent extérieur, comme mon parka, de venir agiter mes molécules. Et donc là, je rentre étanche au vent. Mon air, je dois le retenir immobile, mais je dois aussi le maintenir sec. Et donc, j'ai quelque chose à l'intérieur qui va, comme ma peau, empêcher toute l'humidité de passer d'un coup. On appelle ça réguler la diffusion de vapeur d'eau. Et à l'extérieur, j'ai cette couche de parka qui va empêcher les pluies, la neige de venir mouiller mon isolant et qui va laisser passer ma vapeur d'eau. Et donc ça, c'est rendre étanche à l'eau et ouvert à la vapeur. Donc, je vais le refaire à l'envers. Je rends étanche à l'air pour empêcher la chaleur de sortir, ça se fait de l'intérieur. Je rends étanche au vent, donc je protège, comme mon parka le fait, des molécules qui s'agitent. Et donc ça, je rends étanche au vent. Pour gérer l'humidité, je régule la diffusion de la vapeur, comme le fait ma peau par l'intérieur. Et par l'extérieur, j'empêche les pluies et l'humidité de venir mouiller mon isolant. Donc, on a un isolant. C'est le parka dans le bâtiment, donc cette couche extérieure qui vient me protéger des vents, des pluies, ça s'appelle un pare-pluie, un pare-vent, une sous-toiture, un enduit, une brique. Tous ces matériaux-là ont ce rôle-là. Et à l'intérieur, j'ai mon frein vapeur ou un pare-vapeur qui va me permettre de jouer le rôle de ma peau. Et puis je mettrai une particularité. Et tout ça doit être rendu étanche à l'air. Pour ça, je vous dis, c'est pas simple. Donc voilà. Ça, c'est une photo d'un chantier qui existe vraiment, à votre avis? Est-ce que c'est efficient comme mise en œuvre?
Ça, c'est celle que je vous disais. Ils ont déroulé la laine minérale et ils n'ont rien fait d'autre. Il n'y a probablement pas de frein vapeur, là en dessous. La pose de l'isolant, donc un isolant, c'est l'air qui isole. Donc à partir du moment où vous compressez votre isolant, vous empêchez de l'air dedans. Et donc il n'isole plus à cet endroit-là, où il isole beaucoup moins. Donc un isolant, ça doit toujours être bien expansé, jamais tassé. Là, ils vont peut-être mettre un plancher ici, mais ça n'empêchera jamais l'air de passer. On ne sera jamais étanche au vent de l'extérieur, et donc les molécules seront encore une fois agitées, et donc moins efficaces. Donc, ma couche l'isolant, elle sert à quoi? Elle sert à limiter en hiver que la chaleur sorte, mais si je suis intelligent et que je choisis bien mon isolant, il va aussi empêcher en été que la chaleur rentre. Et ça, c'est pas n'importe quel isolant, on le verra après. Et il doit être de façon continue pour éviter les ponts thermiques. Donc l'isolant, il s'oppose au passage à la chaleur par conduction. Est-ce que vous savez comment quel est le terme qui définit l'efficacité énergétique de l'isolant mis en place? Vous n'avez jamais entendu? C'est ce 1,1. Quand vous voyez les primes, en tout cas les petits travaux, on va vous parler d'un R. C'est la résistance thermique de l'isolant. Donc c'est la capacité qu'a la couche d'isolant dans l'épaisseur que vous avez mise à retenir la chaleur à l'intérieur. Donc ça, c'est l'APEB va vous dire un isolant avec un R d'autant qui va vous donner une cloison efficiente ou pas. Et donc plus ce chiffre sera élevé, plus la couche que vous mettez en place, donc le matériau dans une certaine épaisseur, plus ça sera efficace. Donc un R de 4 est moins efficace qu'un R de 5. Vu que c'est une résistance, on comprend qu'en résiste, on empêche le passage. Moi, ce que je veux, c'est empêcher le passage. Donc plus j'ai un gros chiffre, plus je suis efficace. Donc c'est... Et le R, donc cette résistance thermique, en fait, c'est égal à l'épaisseur de matériau choisi. Donc on comprend que quand je mets un pull ou deux pulls, j'ai plus chaud quand je mets deux pulls. Et donc ça, c'est le même. Si je mets 10 cm d'isolant, j'aurai moins chaud que si j'en mets 20. Donc c'est l'épaisseur choisie, plus un petit cas balistique comme ça qu'on appelle le lambda. Ça, vous avez peut-être déjà entendu. C'est le coefficient de transmission thermique du matériau. Donc ça définit en fonction de chaque matériau un lambda défini. Donc un isolant de la marque Knauf a un lambda d'autant. Une laine minérale, une laine de chanvre de la marque Isohemp aura un lambda d'autant. Donc ça caractérise le matériau que vous mettez en place. Et donc pour connaître votre R, c'est votre épaisseur sur le lambda de la matière. Ouais. J'allais vous montrer, soit vous pouvez le calculer en ayant le lambda, mais généralement, donc ça c'est la conductivité, hop, hop, hop. Quand vous prenez un ballot, par exemple, là c'est un ballot de laine minérale, vous voyez son lambda, 0,04, donc ça, son coefficient de transmission thermique, ce qu'il caractérise lui. Vous voyez l'épaisseur qui est placée, 20 mm, donc 20 cm, et vous voyez, ça donne un R de 5. Donc si je divise 0,2 par 0,004, j'aurai 5. Donc généralement, c'est calculé sur les ballots ou sur les publicités. Donc ici, c'est une bête pub prise dans un catalogue Brico pour du polyuréthane. Vous voyez le lambda de 0,022. Donc pour le lambda, c'est une capacité à transmettre la chaleur. Donc plus le lambda est petit, plus le matériau est efficace thermiquement. Et donc on voit ici, pour une épaisseur de 5 cm, j'ai un R de 2,3. Donc ça, vous trouvez l'info, mais c'est toujours intéressant de comprendre ce qu'on vous vend. Et par exemple, pour les primes petit permis toiture qui est en cours maintenant, on vous demande d'avoir une toiture qui a un R de 5, donc une résistance thermique de 5. Donc si je voulais ici avoir une résistance thermique de 5, je devrais mettre 11 cm. Et donc, comme les panneaux, ils existent quand des épaisseurs données, on ne fait pas un catalogue d'épaisseurs. Avec ce qui est là, je dois mettre 5 plus 8. 5 plus 8, 13 cm, ça me donnera un R de 5,95. Okay. Les R s'additionnent tout simplement par couche. C'est clair là? Pour tout le monde? Parce que ça, c'est vraiment il y a une formule à retenir et à comprendre quand vous voulez vraiment définir l'efficacité thermique de votre isolant.
Hop. En mètres. Donc, et l'épaisseur, elle est toujours donnée, on la calcule en utilisant l'unité du mètre. Donc, l'épaisseur sur le lambda. Le coefficient de transmission thermique qui est... Ouais. De conductivité thermique, ouais. Donc c'est sa capacité à conduire la chaleur. Donc le cuivre, si vous mettez une allumette, une tige de cuivre dans une flamme, au bout de quelques secondes, si vous tenez le bout du cuivre de la main, ça va être très très chaud et vous allez le lâcher. Ça, c'est sa capacité, c'est sa conductivité thermique, sa capacité. Je prends la chaleur là, je l'amène au point B. Vous mettez du bois, ça va prendre très longtemps à se propager dans la matière, moins bonne que conductivité thermique. Donc voilà, et donc ça se retrouve bien sur les étiquettes. Hop. Et juste voilà, pour info, je vous ai mis un petit tableau. Donc je me suis dit toiture R25, on va tabler sur le R25. Et ça, c'est des lambdas que j'ai retrouvés dans des catalogues. Donc j'ai ici 0,022, c'est les panneaux qu'on a vus tout au début. Et puis là, j'augmente le lambda. Donc plus je monte, moins mon isolant est efficace thermiquement, plus il va laisser passer la chaleur. OK ? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'épaisseur à mètre pour avoir ce R25. Donc avec un lambda de 0,022, je vais en mettre 11 cm. Avec un lambda de 0,04, comme le chanvre par exemple, je devrais en mettre 20 cm. Donc je ne dis pas qu'il faut prendre des matériaux qui ont forcément un lambda faible, je dis juste que selon où on isole, on va choisir l'épaisseur qui va me permettre d'atteindre ce R-là. Ce n'est pas parce qu'un matériau fait 0,22 comme le polyuréthane qui est là, que c'est le matériau qu'il faut obligatoirement choisir. Parce que quand on choisit un matériau, on va surtout regarder où on va l'utiliser, dans quel type de paroi, et c'est ça le premier choix qu'on va avoir. Et généralement, on considère qu'un lambda au-dessus de 0,065, c'est plus un isolant. Il n'y a pas un écrit dans la loi qui le dit, mais communément dans le métier, c'est le lambda qui fait qu'on bascule entre isolant et non-isolant. Voilà. Alors souvent on me dit, oui, mais moi je ne vais pas isoler parce que j'ai des murs de 40 cm en pierre. Donc moi j'ai été rechercher les lambdas, donc de la pierre, du granit, du béton armé et de la brique. Donc le lambda, par exemple une brique c'est un lambda de 1. Donc ça veut dire pour avoir le même R de 5 que mon isolant qui était là en 20 cm, je dois avoir 5 mètres de brique. Pour avoir la même efficacité thermique que mes 20 cm d'isolant, c'est 5 mètres de brique. J'ai un granit qui est très très conducteur, 3,5 en lambda, je devrais mettre 17 mètres de granit. Donc non, un mur n'isole pas. Voilà. Mais je voulais bien mettre, on a l'impression que comme c'est massif, ça isole. La matière, c'est des matières qui ont peu d'air en fait à l'intérieur, donc ils sont très conducteurs. Hop, j'étais à l'envers, non, hop, je redescends dans le mauvais sens. Hop, je l'ai mis 2 fois. Hop. Donc en résumé, le lambda, donc le coefficient de conductivité thermique, il définit le matériau que vous utilisez, c'est sa valeur physique. Le R, c'est ce matériau-là, dans quelle épaisseur, est-ce que j'ai mis 1 ou 2 pulls? Plus j'en mets, plus j'ai chaud. Le lambda, plus c'est petit, plus c'est efficace. Le R, plus c'est grand, plus c'est efficace, vu que c'est l'inverse du lambda. Et on retient la petite formule qui est là. Et ça se retrouve. À votre avis, est-ce que des mises en œuvre de ce type-là sont bonnes? Donc, on a choisi son isolant, mais on aura encore une fois pu prendre le meilleur isolant du monde. Si la mise en œuvre derrière ne suit pas, l'efficacité ne suit pas non plus. Donc, à votre avis, des mises en œuvre comme celle-là? Si je vous les ai mises avec une grosse croix. Donc ici, hop, pardon. Ici, dans les caissons de toiture, à mon avis, il leur manquait 4 ballots. Ils n'ont pas rempli jusqu'au bout. Donc là, c'est très bien, ça va être efficace, mais ici, ça va être la cata, la chaleur, c'est comme s'il n'y avait rien. Ici, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Regardez les tassements. On est venu le bourrer, donc l'isolant est écrasé, et donc il est beaucoup moins efficace aussi. Typiquement, aussi, si vous rénovez votre toiture et que vous changez vos tuiles, vos ardoises, vous voyez ici le problème ?
La neige est fondue, ici au milieu. À votre avis, simplement, c'est quoi? Ouais. Il y a ces deux maisons mitoyennes. Il y a un mur ici qui est mitoyen. Les toitures qui sont très bien isolées, mais personne ne s'est occupé du dessus du mur. Donc le mur, il est comme ça, il est en contact avec l'extérieur sans isolant dessus. Donc logiquement, maintenant, quand on isole, donc si vous isolez votre toiture, à un moment, c'est penser à bien remettre sur le mur aussi de l'isolant. Quand on construit en nouveau, d'ailleurs maintenant, si vous regardez un peu les chantiers, vous voyez parfois des blocs blancs en finition de pignons comme ça, c'est des blocs isolants en fait. Voilà. Donc, on a compris qu'il nous faut une certaine efficacité thermique, que celle-là est donnée par le coefficient de conductivité thermique et l'épaisseur qu'on place, mais maintenant on ne va pas placer n'importe quel isolant dans n'importe quelle paroi. Et l'isolant, ça se présente sous 3 formes. Il y a des isolants en vrac et à insuffler, donc ils vont prendre la forme d'un peu tout ce qui se met en place. Les isolants souples et semi-rigides et les isolants rigides. Cette forme-là, ça va être aussi un critère important de sélection. Donc en vrac, insufflé à projeter, ben ici vous avez... donc, ça c'est en vrac, on déverse. Donc ça, vous avez un plancher de grenier que vous voulez remplir. Bonne solution. Insuffler, là on va recréer des caissons et une machine sous pression va venir insuffler la matière à l'état de poussière, enfin de fibres directement dans les caissons. Donc ça c'est aussi très bien. Et projeter, ben, typiquement le projeter, souvent on l'utilise sur les dalles de béton, sur les sols. On retrouve en vrac des granulats de liège du verre cellulaire, ouate de cellulose, fibre de bois qu'on peut soit déverser, soit insuffler. Quand vous avez des murs des années 70 où il y a une coulisse, donc un bloc, un vide, une brique, on peut venir insuffler aussi dans cette coulisse-là. Ça, c'est typiquement à partir des années 60 qu'on a commencé à construire comme ça. Et jusqu'aux années 80, on mettait quasiment pas d'isolant dedans. Et donc, on a là vraiment une couche qu'on peut venir isoler facilement. Et donc là, il y a des laines minérales, il y a des mousses de silicate. Et ça, c'est les polyuréthanes ou le chaux-chanvre qu'on vient projeter. Le chaux-chanvre, c'est une solution qui est pas mal pour les murs, par exemple. C'est un mélange de chanvre et de chaux qu'on vient projeter sur les murs. Et ça fait une très bonne correction thermique. Et ça gère l'humidité dans la masse, c'est pas mal. Donc pour les pièces humides comme les salles de bain, c'est un matériau qui est vraiment top. Oui, ça se met à l'intérieur. Donc, le vrac, l'insufflé, le souple, le projeté. L'intérêt, c'est vraiment que ça va se mettre dans toutes les petites... Donc vous avez une toiture, souvent le pied de la toiture, c'est parfois plus compliqué d'accès. Quand on insuffle, mais la pression va directement les mettre tout ce qu'il faut au bon endroit, même dans le pied de toiture, quand elle est difficilement accessible. Ça remplit tous les espaces disponibles, ça assure une isolation continue, il n'y a pas de joint. Quand vous avez un matelas, il faut faire attention à comment vous les posez côte à côte. Ben là, ça se fait tout naturellement, vu que c'est de la matière qui s'agglomère. Le problème de l'insufflation, c'est que vous ne pouvez pas le faire vous-même, parce que ça demande une machine, ça demande de savoir calibrer la machine et l'utiliser. Donc quand on veut le faire en auto-rénovation, ben, l'insufflation, c'est pas possible. Ça, de toute façon, voilà, je vous laisserai regarder. Donc le souple, le semi-rigide. Donc le souple, c'est ces matelas de laine minérale qu'on trouve en rouleau. Donc c'est très très souple. Et les semi-rigides, on pourra aller voir des échantillons après, c'est des panneaux. Souvent des panneaux qui font 1,20 m. Et quand ils tiennent debout tout seuls, en fait. Ils sont déjà un peu plus rigides. Sans être rigides comme un panneau de polyuréthane, ils ont déjà une certaine tenue tout seuls. Et donc vous avez laine de verre, laine de mouton, fibre de chanvre, on a de la paille de riz, maintenant on a même de l'herbe qui est fait à Achen, un isolant à base d'herbe qui est belge et qui est un super produit parce que c'est un des seuls isolants qui a une empreinte carbone positive, enfin négative on va dire. Et il stocke plus de CO2 qu'il n'en a utilisé pour sa production. Donc ça c'est vraiment, quand on a une petite réflexion environnementale, c'est vraiment un matériau qui est super. Et il est en matelas semi-rigide. Donc, on a pendant des années utilisé ce genre de matelas pour isoler les versants de toiture. Pour en avoir démonté beaucoup dans ma profession, ça tient rarement. Généralement, on les retrouve décrochés. Enfin, ça n'a pas de tenue en soi, donc quand on les met en pente comme ça, à un moment, ils se décrochent et ils commencent à glisser.
Donc moi, je déconseille généralement d'utiliser des laines minérales comme ça dans les versants de toiture ou dans l'isolation intérieure verticale. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, parce que c'est un des matériaux les moins chers. On va plutôt utiliser, vous voyez, ces matelas-là, qui vont de même se tenir. En fait, on les coupe un peu plus larges. On crée des caissons en bois. On les coupe un peu plus larges que le caisson. Donc si le caisson fait 48, on va les couper à 50. On vient les tasser un peu comme ça sur les côtés. Et ils tiennent tout seuls, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc dans les versants de toiture et les plans verticaux, cette tenue, elle est vraiment bien. C'est le bois, généralement. Mais c'est pour ça que, par exemple, en toiture, vous avez vos chevrons de toiture, c'est les petites pièces de bois de 5 que vous voyez descendre comme ça vers votre gouttière. Vous mettez une première couche entre ces chevrons, et puis comme il faut vous mettre 20 cm, les chevrons font 5, vous remettez une autre couche, mais en la croisant et en repassant sur tous les chevrons. Donc le fait de croiser, vous faites une rupture thermique. Et donc c'est aussi ça qu'il faut réfléchir, c'est parfois je travaille en une couche, parfois je travaille en 2 couches pour couper. Quand vous avez un grenier, c'est le même. Donc vous avez des gîtes qui font 16 généralement dans votre plancher de grenier. Vous mettez une première couche à 16. C'est de toute façon pas assez par rapport à la norme et même par rapport à une réflexion sur le long terme de l'isolation. Vous remettez parallèle à vos gîtes des pièces de bois dans l'autre sens et vous remplissez avec de l'isolant en croisant. Parce que si vous utilisez un panneau de ce type-là, il n'est pas compressible. Donc vous recréez comme votre gîte, vous recréez une structure pour le faire tenir. Ah oui, pour remettre un plancher. Oui, pour pouvoir remettre un plancher comme il y a ici. Maintenant, vous avez des combles non accessibles, voilà, c'est moins grave. Vous pouvez les coller, mais si vous voulez pouvoir remarcher dessus, il faut remettre une structure de support. Donc voilà, les avantages, ils sont flexibles, donc ils permettent aussi de jouer. Un chevron, si vous regardez votre chevron de toiture, c'est du bois, il n'est jamais très très droit. Généralement, il est un peu comme ça, les vieux chevrons. Donc si vous utilisez un panneau rigide que vous coupez, vous n'arrivez jamais à suivre ces irrégularités-là. Et donc toutes ces fuites-là, c'est l'air qui sort. Donc dans du bois, les panneaux semi-rigides, c'est ceux qui vont le mieux accompagner ces irrégularités. Le bois, c'est un matériau vivant aussi. Enfin, si vous avez des portes en bois chez vous, des vieilles portes, il y a des périodes où elles souffrent facilement et des périodes où il faut tirer dessus simplement parce qu'avec l'humidité, elle gonfle et elle dégonfle. Votre bois de charpente, c'est la même chose. L'humidité, il gonfle, il fait ça qui dégonfle. Et donc votre isolant, s'il est un peu souple, il va suivre ce mouvement-là aussi. Si vous mettez un isolant rigide, il va rester où il est. Et donc c'est pour ça qu'avec le rigide, ils ont d'ailleurs maintenant développé des mousses expansives souples. Et donc il faut commencer à mettre son panneau et commencer à tout mousser autour pour permettre d'avoir la continuité. Elle coûte une fortune. Donc pourquoi vouloir mettre ça s'il y a des matériaux plus compatibles? Ça, je vous disais, il faut choisir selon où vous travaillez le matériau que vous allez mettre. Il n'y a pas un matériau miracle qu'on va mettre partout. J'aimerais bien vous dire oui, mais non. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, dès qu'on travaille dans des structures en bois, le semi-rigide, c'est le bon matériau. Et les panneaux rigides. Donc là, c'est des blocs de chaux-chanvre. Donc tantôt, je vous ai montré un chaux-chanvre projeté. Ici, une entreprise belge qui s'appelle ISOM, qui font directement des blocs à maçonner faits en chaux-chanvre. Donc ça, c'est un super matériau. Il y a des panneaux de verre cellulaire. Il y a ça, c'est l'EPS. Donc c'est ces matériaux qu'on vient mettre derrière, sur les façades et puis qu'on enduit. C'est typiquement ce matériau-là. Ici, j'ai du liège sur une toiture plate. Et pour de l'isolation, comme ici, il y a aussi de la fibre de bois maintenant. Ils ont développé des fibres de bois pouvant être enduites. Et là, dans le plus conventionnel, c'est les panneaux polyuréthane qu'on mettra derrière un bardage ou une brique conventionnelle. Oui, le PS, c'est de la frigolite en fait. C'est une frigolite améliorée, mais elle est même sgraffitée parce qu'elle est noire, mais ça reste de la frigolite. Les petites boules, d'ailleurs, quand on les coupe, c'est des petites boules partout, c'est l'enfer. Donc voilà. Donc ici, on voit, souvent, par exemple, le verre cellulaire, quand on fait une isolation murale, c'est peut-être la partie qu'on va mettre dans le sol parce qu'il est imputrescible et ça va permettre de continuer son isolation dans le sol. Ok, les points forts, généralement, c'est des matériaux faciles à couper.
Ils ont une très bonne tenue verticale. Certains, quand on le voit ici par exemple, celui-là a déjà une couche extérieure qui fait pare-pluie. Donc parfois ils ont plusieurs couches qui sont déjà intégrées pour leur fonction. Ça demande un support régulier. Donc si vous avez un mur, si vous avez un vieux mur, ça c'est un beau mur maintenant maçonné, il est bien droit, mais un vieux mur en briques, ça fait plutôt ça. Hein. Et donc si je viens mettre un panneau rigide qui lui est bien droit, non, il n'écrit pas lui. Ah, c'est bien droit, donc ça c'est mon isolant. Je me retrouve avec des poches et des trous d'air. Et ça, en isolation, c'est des choses qu'il faut éviter aussi. On dit toujours que les 3 couches, donc je me suis accroché. Mon frein vapeur, mon pare-vapeur, mon isolant et mon parka, ils doivent se toucher le plus. Ils doivent être en contact. Dès que j'ai des poches d'air, c'est des risques de condensation qui se déroulent à cet endroit-là. Et donc, c'est pas positif. Et donc, avoir un matériau très rigide sur un mur qui fait ça, c'est pas bien. Normalement, il faut réaplanir le mur pour pouvoir mettre l'isolant rigide dessus. Ça, si c'est pas un joint qui est trop renfoncé, ça va. Mais je veux dire, si votre mur il a une belle pente ou des choses comme ça, ben vous allez retrouver vraiment des vides. Ou si vous avez une partie qui a été enduite, l'enduit est tombé et il en reste sur d'autres zones, vous allez vous retrouver aussi avec des irrégularités. Et ça, on le dit pas assez. Donc voilà, donc typiquement, cette photo-là, d'après ce que je vous ai dit, on ne devrait pas avoir ce type de solution. J'ai des panneaux rigides, dans du bois. Vous voyez ici tous les joints. Et ça, c'est des chevrons modernes rabotés. Donc imaginez avec des vieux chevrons qui n'ont aucune régularité. Ouais. 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 Et encore plus si l'étanchéité à l'air n'est pas réalisée à cet endroit-là. Je vais vous montrer après une étude qui a été faite par une université à Stuttgart et qui montre l'impact de tous ces petits défauts qui ont l'air de rien. En fait, l'isolation, c'est un travail très technique et soigneux. En fait, c'est tous les petits détails qui vont faire que ça fonctionne bien. Après, on s'écarte de la règle, on n'aura peut-être pas de problème. Plus on s'écarte, plus la probabilité d'avoir des problèmes est là. Je ne vais pas vous dire vous le faites comme ça, il y aura un problème. Je dis la probabilité d'avoir un problème, elle est là. Donc ma deuxième couche, donc mon parka, ça s'appelle un pare-pluie par vent. Ça peut être la brique, ça peut être l'enduit, je vous l'ai dit tantôt. Hein. Lui, protégé du vent et des pluies, et laisser sortir ma vapeur d'eau produite à l'intérieur. Ça peut, par exemple en toiture, ça peut avoir la tête de ces panneaux rigides qu'on vient remettre en surface de chevron, comme sous toiture. Ça peut être des films aussi de ce type-là, okay, qu'on déroule. Là, c'est une ossature bois sur laquelle on a mis un isolant et on va faire un bardage de vent. Ben, ce film-là, ben, c'est aussi un pare-vent, un pare-pluie par vent. Quand j'ai un enduit sur isolant, ben, ça sera mon enduit qui fera cette couche-là. Et je vous l'ai dit tantôt, ma brique joue ce rôle-là aussi si elle n'est pas poreuse. Donc, ces enduits-là, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent dans les rénovations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je commence à faire des trous un peu partout dedans pour accrocher mes décorations de Noël, mon bac à fleurs, ben, à chaque fois, je perce mon parka et je risque de faire des dégâts derrière. L'isolant, c'est de la frigolite. Vous avez déjà pris de la frigolite en main, ça n'a pas beaucoup de résistance mécanique. Donc si vous commencez à avoir un clou qui n'est pas fixé correctement, et avec le vent qui commence à bouger comme ça, du petit trou du clou, vous allez vous retrouver avec un gros trou dans l'isolant. Donc on pourra toucher les matières après si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment être conscient aussi de ces choix qu'on fait. Quand on fait ça, on prévoit à l'avance toutes les fixations, les endroits où on va mettre des éléments, et puis on ne perce plus dedans. Et ma troisième couche, c'est ma peau. Donc c'est le frein vapeur par vapeur. Lui, il empêche l'air chaud de sortir.
Et il contrôle la quantité de vapeur. Donc comme ma peau avec ses petits pores, il empêche qu'il y ait trop de vapeur d'eau intérieure qui sorte d'un coup et aille mouiller mon isolant. Donc ce frein vapeur, c'est à retenir, il se met toujours du côté chaud de l'isolant. Il se met là où j'ai plus de vapeur d'eau, donc là où mon air est chaud. Et voilà, typiquement dans une toiture, quand on fait une isolation par l'intérieur de sa toiture, quand vous voyez une toiture maintenant isolée, ça a cette tête-là. Donc c'est vraiment des bandes qu'on déroule, bien TP, bien raccordées, chaque raccord est fait pour qu'il n'y ait pas de petite fuite qui puisse y être, et on recouvre toute la façade qui est isolée. Les raccords au Velux, super important de les soigner aussi. Parce que là, c'est souvent les défauts d'étanchéité à l'air, ça se trouve autour des Velux. Donc voilà, maintenant quand vous isolez un plancher de grenier, le côté chaud, votre grenier est froid, votre chambre est chaude, donc le frein vapeur, il va être côté de votre chambre. Okay, donc si vous n'avez pas démonté les plafonds de votre chambre, vous allez vous amuser à dérouler le frein vapeur en emballant chaque gîte comme ça. Donc hop. Mais si vous isolez votre toit, c'est que l'espace en dessous du toit est chauffé. Parce que l'idée, c'est de minimiser la surface que vous chauffez. Okay, si votre grenier, c'est un grenier, c'est pas une chambre, pourquoi aller chauffer indirectement cet espace-là, alors qu'on pourrait arrêter la chaleur au niveau des chambres? On limite en fait le volume en coupant au niveau du plancher des combles. Si je viens isoler mon grenier, indirectement, la chaleur de mes chambres, elle passe et elle va chauffer mon volume grenier. Pas forcément utilement. Donc je considère que mon toit, qu'au-dessus c'est mon grenier qui n'est pas habité, donc pas chauffé, et donc j'isole le plancher. Chez moi, j'ai mon plancher qui est isolé, et pas mon toit. Je n'ai aucune raison, c'est un grenier. Oui. Donc on peut isoler le sol du grenier. Pourquoi quand l'audit fait son rapport, au niveau des primes, il faut isoler le toit avant d'autres choses? Le toit ou le plancher? Il faut isoler ce qui est en contact avec... parce qu'encore une fois, le plancher ou votre toit, il n'y a pas de matière en fait. C'est les plus déperditifs. Et ça, normalement, l'auditeur doit vous demander est-ce que vous occupez votre grenier ou pas. Encore une fois, pourquoi aller chauffer parfois 80, 100 mètres cubes pour rien, quoi. Et si vous ne l'interrompez pas le flux de chaleur là, il monte vers le grenier. Même s'il n'y a pas de radiateur, indirectement, il y a un chauffage par transfert. Donc les audits, après, allez voir ma tête là-dessus, mais ça n'arrête pas de changer. Hein. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Moi, les dernières, j'ai abandonné. Alors, effectivement, l'audit, l'ordre des travaux de l'audit ne doit plus être respecté, mais c'est quand même mieux si on peut commencer dans l'ordre établi. La toiture, c'est là où vous aurez le plus de gains. Après, c'est vrai que c'est un des postes les plus chers. Donc, vous pouvez le faire. Et après, si vous voulez, j'ai toutes les brochures de la région wallonne qui détaillent tout ce qui est prime audit. Et donc, on pourra voir ça ensemble si vous voulez. Voilà. Et il y a aussi la possibilité de faire des travaux et de recevoir des primes sans faire un audit non plus. Et vous êtes moins remboursé. Les travaux, les petits travaux, prime petits travaux. Donc notamment la toiture qui est dedans. Oui. Donc voilà, et donc votre frein vapeur, il va avoir cette tête-là, il va être déballé sur tous vos gîtes pour les emballer et assurer le freinage de la vapeur d'eau pour qu'elle ne passe pas trop vite vers l'isolant. On en est où? Je vous mettrai cette vidéo-là avec le PowerPoint et c'est la pose correcte d'un frein vapeur. Ça vaut la peine de la regarder. Donc ça, c'est une vidéo qui montre la pose correcte d'un frein vapeur sur une pente de toiture. Je vous la mettrai, comme ça vous la regarderez au calme chez vous, mais si vous faites des travaux et que vous devez contrôler une entreprise, ça vaut vraiment la peine de regarder ça avant. C'est tous les petits détails, parce qu'en fait, voilà, ça c'est ce qu'on arrive sur chantier parfois, c'est cette photo-là. Bon, tout y est, hein, le frein vapeur y est, l'isolant, la sous-toiture, mais vu la pose, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que voilà, une bonne pose de frein vapeur, on remet des bandes. Un lait de frein vapeur, on remet une bande étanche entre les deux pour les raccorder.
Vous voyez, c'est ici cette bande-là. Autour du Velux aussi, le frein vapeur il remonte sur le Velux, il y a une bande étanche qu'on vient remettre contre le Velux. Les pieds, le pied du frein vapeur doit aussi être collé et rendu étanche à l'air. Le raccord entre le frein vapeur et le mur pignon, il est aussi réalisé à l'aide d'une bande étanche à l'air. Et donc tous ces éléments-là vont faire que ça va fonctionner. Il y a une poutre qui traverse votre frein vapeur, elle est rendue étanche à l'air avec des bandes spéciales aussi. Il y a des peintures qui existent aussi étanches à l'air quand on a des structures un peu comme ça qui deviennent compliquées et difficiles de gérer avec une simple bande. Ils ont développé des peintures étanches à l'air. Ça c'est, voilà, là vous avez votre frein vapeur de toiture qui vient comme ça. Vous avez votre mur pignon, on vient mettre une bande spécifique qu'on colle sur le frein vapeur et qui a un espèce de treillis qui vient le noyer dans le plafonnage, qui sera sur votre mur pignon. Vous avez un conduit qui traverse votre frein vapeur, typiquement votre VMC ou un conduit qui sort de ventilation. Il faut rendre ce percement étanche à l'air aussi. Ça c'est, voilà, ici on a découpé une bande de frein vapeur, on a fait dedans un trou de la taille du tuyau en faisant des petites pointes comme les enfants quand ils découpent. Et puis on vient mettre une bande autour pour le rendre étanche à l'air. Le frein vapeur, il ne faut jamais le percer, et si on le perce, on le rend étanche à l'endroit du percement. Donc, câble électrique, c'est la même chose, il y a des gaines particulières. Vous avez des panneaux solaires, à un moment, il y a un câble qui doit rentrer, s'il passe à travers votre frein vapeur, il faut rendre étanche à l'air cet endroit-là. Soit via des membranes, soit des choses qu'on fait soi-même. Le Velux, ça, c'est ce qu'on voit souvent sur chantier, si on ne fait pas attention. Donc vous voyez, ils ont simplement comme on prend un plan comme ça et on le rabat dans ce sens-là, à l'angle c'est toujours bien compliqué. Et donc qu'est-ce qui est le plus simple? Je donne un coup de cutter, je rabats. Ok, mais on fait ça, mais puis on vient remettre une bande ici pour reboucher le trou et faire l'étanchéité bien correcte. Et vous voyez, par rapport au Velux aussi, on est revenu coller une bande du Velux au frein vapeur. Les fenêtres. Donc quand on remplace ces châssis, la fenêtre elle fait partie de l'isolation, mais elle fait aussi partie de l'étanchéité à l'air. Ça, c'est une fenêtre qui a été placée, un double vitrage qui est placé sans étanchéité à l'air. Toute cette zone-là, c'est des zones de déperdition. Et donc là aussi, en fait, c'est simplement une bande qu'on doit demander de placer au menuisier. C'est une bande qu'on vient coller sur le dormant avant de mettre le châssis. On lui fait une petite oreille là pour permettre de rabattre quand on le placera. Vous voyez ? Et puis on vient le rabattre contre votre maçonnerie intérieure. Ici, c'est le même système, c'est collé sur le châssis, le Jitex qui est là pour pouvoir être noyé dans le plafonnage et faire la continuité de l'étanchéité à l'air. C'est pas grand-chose, mais c'est ça qui va faire que ça va être efficace et qu'on n'aura pas de problème. Évidemment, les dessous de porte aussi, quand on place une porte, réfléchir à comment je fais l'étanchéité de mon seuil. C'est souvent un gros problème, souvent on doit changer la pierre parce qu'elle est un peu gondolée. Il y a les systèmes un peu tout bêtes qu'on vient coller, mais maintenant on met de plus en plus des systèmes à guillotine. Donc c'est un joint qui remonte. Donc quand on ouvre la porte, le joint est levé, et quand on ferme, il y a un petit piton qui ressort, qui est appuyé et qui fait en fait redescendre le joint pour fermer l'étanchéité à l'air. Ou on fait à la française, où c'est un seuil, une butée en fait qui est fixée sur le seuil et contre laquelle la porte vient faire étanchéité. Moi, je déconseille, quand on fait de l'isolation intérieure aussi, ces systèmes où on a la plaque de polyuréthane et de Gyproc déjà assemblée qu'on vient coller comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Des panneaux sandwich, on appelle ça. Donc il y a l'isolant polyuréthane en panneau rigide et la finition type plaque de plâtre qui est directement collée dessus. Et on vient coller avec des plots comme ça sur le mur. En fait, ça, c'est impossible de rendre ça correctement étanche à l'air. Le raccord entre les bandes, les pieds de mur, le passage des blochers électriques, on ne sait pas les rendre étanches à l'air. Et donc, généralement, quand on démonte ça, derrière, on a un petit nid de champignons. Donc, moi, je déconseille vraiment ce type de système. J'ai oublié de vous dire, quand on est... C'est pas grave. Quand vous faites une isolation de mur par l'intérieur, ou votre toiture. Donc, vous avez votre sous-toiture, votre isolant, votre frein vapeur, mais vous avez quand même des câbles à faire passer pour l'électricité, peut-être dans votre pièce. Donc, on ne va pas les passer derrière le frein vapeur parce qu'on ne peut pas le percer, donc on doit les passer devant.
Donc on va prévoir un espace technique en fait. On ne va pas coller la plaque directement contre le frein vapeur, la plaque de finition Gyproc. On va laisser un espace de 8 cm qui va nous permettre de passer tous les câbles. Et donc on va latter, contre-latter et seulement mettre la plaque. Ça aussi, c'est des choses à réfléchir pour se dire, j'arrive à passer toutes mes installations techniques derrière. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais. Donc, j'ai mon isolant. Hop, oui. On le remettra après. Donc là, j'ai mon isolant, j'ai ma sous-toiture qui est extérieure, j'ai mon frein vapeur qui est intérieur. Il fait 20 degrés. Si j'ai des câbles à passer, ou en mur un blocher à mettre, il me faut un espace ici entre les deux et la finition Gyproc ou Pharmacell que je vais mettre ici. Il faut garder un espace technique ici pour permettre justement de passer votre câble qui va à votre lampe, à vos spots, pour mettre le blocher. Les blochers qu'on place dans les cloisons, ils font 8 cm en fait. Et donc il faut prévoir cet espace-là. Autrement, on ne sait rien passer si c'est collé contre. Et donc là, on va latter et on va contre-latter. On va mettre une latte dans un sens, une latte dans l'autre pour pouvoir passer les câbles facilement. Hop. Je reviens à mon mur. Donc sur les murs, il vaut mieux travailler, encore une fois, en réapposant une structure, soit en métal, soit en bois, et on met l'isolant semi-rigide dans cette structure et puis on vient mettre son frein vapeur dessus. Plutôt que les panneaux complexes où vous n'arriverez jamais à réaliser l'étanchéité à l'air. La coulisse ? Ça, j'y allais y arriver après, mais oui, avec le dessin comme ça, vous verrez. C'est comme quand on isole par l'extérieur, ça se passe un peu différemment. Il y a toujours cette fonction-là, mais c'est un autre matériau qui la joue. Donc ça, à votre avis, c'est quoi ces petites taches rouges froides dans le mur? Donc c'est un mur extérieur, c'est les blochers électriques. Les blochers électriques, donc là où vous avez vos prises de courant, vos interrupteurs. En fait, c'est des zones aussi, quand on a un mur extérieur, on a creusé dedans, on a créé un point froid dans le mur, et souvent la prise électrique, le compteur est dans le garage, et donc tous les chemins de câbles, c'est aussi des entrées d'air froid, des petites cheminées d'air froid. Et donc ça devient aussi des points. Il y a des endroits où vous mettez votre main devant les interrupteurs ou les prises, vous sentez vraiment le courant d'air. Faites le test une fois chez vous. Et donc quand on fait de l'isolation maintenant, on va préconiser de noyer les blochers. Donc il faut vraiment mettre votre plafonnage derrière aussi le blocher qui soit bien noyé dedans, parce que le plafonnage fait une partie de l'étanchéité à l'air. Et on va utiliser des blochers étanches à l'air. Donc si vous aviez déjà vu un blocher électrique, je pourrais vous en montrer un tantôt. Avant, c'était du plastique. On faisait sauter une petite opercule rigide. On avait un trou comme ça pour passer le câble. Maintenant, c'est devenu des espèces de caoutchouc EPDM. On fait un petit trou, on passe le câble et ça se resserre autour du câble, donc ça empêche le courant d'air de passer. C'est 10 cents en plus qu'un blocher classique. Ça vaut la peine, dans une installation électrique, de faire le petit effort d'y réfléchir. En tout cas, quand vous en changez un, remplacez-le. C'est surtout se dire, il faut changer un peu ses habitudes de travail. Oui, vous isolez votre toiture, vous n'allez pas changer les blochers de votre salon, mais si vous faites des travaux dans votre salon, pensez à changer les blochers, ça peut être sympa. Ou vous faites une annexe et vous y pensez directement. Donc, c'est tous ces tuyaux de conduite de chauffage aussi. Hein. S'il passe à travers le frein vapeur, il faudra le rendre étanche à l'air aussi. Le frein vapeur, si on le laisse découvert, il faudra aussi, par exemple dans le grenier non habitable, vous dites je ne vais pas mettre de finition, je laisse mon frein vapeur apparent, il faudra faire attention de ne pas le percer. Parce que c'est jamais qu'un film plastique. Si on le perce, on remet une bande dessus pour rendre étanche à l'air à cet endroit-là. Je l'ai fait à l'envers.
Maintenant, voilà le cas d'un mur à coulisses ou d'un mur plein qu'on vient isoler par l'extérieur. Donc là, on comprend, on agit sur l'extérieur ou dans la coulisse, on ne vient pas mettre de frein vapeur, enfin on ne vient pas mettre la membrane. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous faites ça, vous avez votre bloc, votre brique qui est là, qui fait 40-30 cm, et c'est elle qui fait la diffusion de la vapeur, c'est elle qui freine le passage de la vapeur. Le bloc en lui-même freine le passage, de par son épaisseur et sa matière, il empêche la vapeur de passer facilement. Donc il joue le rôle de frein vapeur. Ce qui me manque maintenant, c'est la couche étanchéité à l'air sur le bloc. Un bloc, c'est pas étanche à l'air. Comment on rend un bloc étanche à l'air ? Tout simplement, on le plafonne. Mon plafonnage fait partie de mon étanchéité à l'air. C'est pour ça que quand je mets mes châssis et que je rabats la bande, je noie la bande dans le plafonnage pour faire ma continuité d'étanchéité à l'air. Ça répond à votre question ? Donc là, dans le cas de votre coulisse, c'est votre bloc qui fait la diffusion de la vapeur et votre plafonnage intérieur qui va faire l'étanchéité à l'air. Donc la façon dont on change les châssis, on avait posé la question justement par rapport à l'isolation, mais techniquement ils sont très vagues. Mais donc ils isolent, donc souvent ils moussent. Enfin, voilà, ok, c'est isolé, mais la mousse isolante n'est pas étanche à l'air. Et donc cette bande-là, cette bête bande, voilà, ça prend 5 minutes à mettre sur chaque châssis, elle est vraiment nécessaire. En tout cas, quand on veut atteindre des performances correctes dans le bâtiment. Et donc ça, c'est le cas du mur à coulisses. Ce que je voulais vous montrer, dans ces murs anciens, donc c'est l'intérieur, un plafonnage, un bloc, un vide, une brique. Ce vide-là était ventilé. C'était en fait pour assécher l'eau qui pouvait être absorbée par la brique. Si je viens juste isoler comme ça, en mettant un enduit sur isolant sur ma brique de parement, j'ai raté mon coup. Parce que ce vide-là, j'arriverai jamais à le rendre étanche à l'air parfaitement. Et donc là, j'ai toujours des courants de convection qui vont refroidir mon mur et qui vont créer des risques de condensation. Donc quand j'ai une solution comme ça, soit je remplis le vide, je garde ma brique et je remets mon surplus d'isolation sur l'extérieur. Soit, moi la solution que je préfère quand le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale de toute façon, c'est on fait tomber la brique et on vient mettre l'isolant directement contre le bloc. Non, pas forcément, parce que ici, vous avez élargi votre mur. Donc qu'est-ce qui se passe en corniche ? Il faut retravailler tous vos pieds de toiture pour venir recouvrir. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est juste un peu de démolition. Et puis vous revenez mettre votre isolant comme vous l'auriez fait là, quoi. Et du coup, comme vous avez moins élargi, souvent la toiture est suffisante pour venir absorber le débord. Mais en tout cas, ne jamais laisser ce vide-là de 5 cm au milieu du complexe. Et ce qui est important, donc je vous disais, cette notion de volume protégé, c'est là où je chauffe mon bâtiment. C'est là où je veux de la température à 20 degrés dans mon bâtiment. Je dois pouvoir tracer mes 3 couches. Donc mon étanchéité à l'air, ma diffusion de la vapeur, mon isolant et mon pare-pluie par vent. Je dois pouvoir le tracer sur mon plan sans jamais lever mon crayon. Je ne dois jamais avoir d'interruption de ces 3 couches quand je regarde mon plan. Et c'est là que l'architecte est souvent intéressant pour pouvoir réfléchir aux petits détails. Alors pourquoi je vous ai tanné avec cette diffusion de vapeur d'eau depuis le début ? Donc vous connaissez différents états de l'eau. Voilà. Et gazeux. Donc l'eau solide, le glaçon, la neige. L'eau liquide, l'eau qu'on boit, l'eau de la mer, l'eau qui tombe du ciel. Et l'eau à l'état de gaz, donc la vapeur d'eau. Sur ma photo, à votre avis, elle se trouve où la vapeur d'eau ? Dans quelle couleur ? Qui dit blanc, qui dit bleu, qui dit dans les deux ? Donc la vapeur d'eau, elle est invisible. Ici, on est entouré de vapeur d'eau. Vous mettez une coupelle d'eau ici, on revient dans 2 jours, la coupelle d'eau elle est vide parce que cette eau liquide est repassée à l'état de vapeur dans l'air. Donc on est en permanence entouré de vapeur d'eau et de beaucoup de vapeur d'eau généralement. Et donc à l'université de Stuttgart, elle a donc fait une expérience. Elle a mis dans des caissons de test, elle a pris 1 mètre carré de laine minérale en 14 cm, elle a placé un frein vapeur dessus correctement,
et elle a monitoré son efficacité thermique. Okay. Ensuite, elle a pris un cutter et elle a fait un trait d'1 millimètre dans le frein vapeur comme ça. Donc un trait de cutter. Et elle a remonitoré l'efficacité thermique de l'isolant. À votre avis, est-ce que ça a impacté beaucoup? Pas beaucoup? Et si oui, de combien? Déjà, ça a impacté ou pas à votre avis, si je vous en parle? Voilà, ça a impacté et ils en sont arrivés aux conclusions que l'isolant était 5 fois moins efficace avec cette simple fente d'1 millimètre dedans. D'où je vous disais le soin de ces petits détails. C'est pas, donc on comprend, il y a une fente, il y a la chaleur qui s'en va, mais c'est pas dû qu'à ça. Parce que donc ici, moi j'ai un air chaud chargé de vapeur d'eau. Donc quand l'air il passe là, qu'est-ce qu'il embarque avec lui? Il embarque l'humidité de ma pièce, la vapeur d'eau. Et on a vu un isolant humide, ça isole beaucoup moins. Et donc par cette fente-là, j'ai énormément d'humidité qui passe. Et ils ont monitoré d'ailleurs l'humidité qui passait par là. Et en fait, il y avait 1600 fois plus d'humidité qui passait par cette fente-là que par la surface totale de mon mètre carré. Et donc on comprend qu'à un moment, ben là, j'ai de l'humidité localement qui va faire diminuer l'efficacité thermique de mon isolant. C'est clair? Donc c'est pour ça que toutes ces petites bandes qui paraissent un peu inutiles si on n'y réfléchit pas, elles sont vraiment importantes parce qu'elles bouchent tous ces petits trous-là. C'est une bouteille d'eau qui passe par jour par la petite fente. Enfin voilà, c'est... Et la vapeur d'eau, donc on a vu l'eau à 3 états. Elle a l'état vapeur. Et l'état, donc je vous ai dit, elle est là, elle se vaporise, elle repasse dans l'air. Mais une fois qu'elle rencontre des points froids, cette vapeur d'eau, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon verre là? Autour de la condensation. Donc en fait, on a... Donc là, c'est 2 verres à température ambiante, ok? Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des glaçons dans celui-là pour faire baisser la température de l'eau. Ok? Donc l'air qui est autour est toujours le même, mais par contre ici, je condense. Et là, non. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis passé de 18 degrés à 9 degrés. Donc la vapeur d'eau, elle condense, c'est ce qu'on appelait le point de Rosé en physique quand on était jeune. Elle condense quand elle rencontre des parois à une certaine température. Un air à 20 degrés, 60% d'humidité, elle rencontre un point à 12 degrés, elle va se retransformer en eau. 12 degrés, on y arrive facilement sur des parois qui se rapprochent de l'air extérieur. Simple vitrage, mais dans votre isolant ici est à 20, dehors il fait 5. Donc la température dans l'isolant, elle diminue aussi pour être à 5 degrés ici. Donc là, quelque part, à un moment dans mon isolant, j'aurai mon point à 12 degrés. Ma vapeur d'eau, qui était bien sympa, qui était à l'état vapeur, va tout d'un coup se redevenir liquide et se condenser à l'intérieur de mon complexe isolant, dans mon isolant. Et c'est là que ça pose problème, parce qu'en plus, je ne le vois pas. Ben, là, voilà, là, en plus, j'ai du bois, généralement dans les toitures. Donc le bois, l'humidité, confiné dans l'humidité, n'aime pas. Donc ces petites fuites d'air, dans ce qu'elle amène la vapeur d'eau, beaucoup de vapeur d'eau, qui à un endroit de mon complexe se condense, redevient liquide et donc fait diminuer mon efficacité thermique et risque de générer des problèmes de moisissure. Moisissure très mauvaise pour la santé. Ces champignons, leur spore, c'est une catastrophe pour notre santé. Donc soignez, si vous le faites par entreprise, vraiment regardez à ce qu'il bouge bien toutes ces fentes, à ce qu'il y ait une belle continuité de l'isolant et que toutes ces fentes sur le frein vapeur et sur ma paroi étanche à l'air soient bien colmatées. Hop. Voilà, simplement, cette toiture-là, quand on la voit comme ça, elle est superbe. On ne voit pas de problème. On la démonte. Enfin, on a fait une caméra thermique en mettant le bâtiment en dépression. Donc on aspire l'air du bâtiment pour voir par où l'air froid rentre. Là où l'air froid rentre, c'est qu'il sort naturellement. Et donc toutes ces parois bleues, c'est là où l'air froid est rentré et est venu lécher le mur. Donc c'est partout où j'ai des défauts d'étanchéité à l'air. Le bleu foncé. Et quand on a démonté, derrière, mon bois était pourri et sur la laine minérale, j'avais des champignons qui étaient en train de se mettre. Donc de l'extérieur, c'est bien. De l'intérieur, c'est beaucoup moins gai. Et donc vraiment, il faut se dire que je dois limiter la vapeur d'eau que je laisse passer,
et que je dois la laisser sortir, que celle qui passe, on ne peut pas lutter contre le passage total de la vapeur d'eau, hein, c'est un équilibre, on peut le ralentir, mais lutter complètement serait compliqué. Celle qui passe, je dois la laisser sortir très facilement. Je dois avoir des matériaux qui laissent passer de plus en plus facilement la vapeur d'eau vers l'extérieur. Et on appelle ça des matériaux ouverts à la vapeur d'eau. Et on dit que, logiquement, quand on fait pas, enfin, si on veut faire ça de façon très rapide, on dit toujours que le matériau le plus l'intérieur du bâtiment doit être 6 fois plus freinant à la vapeur d'eau que le matériau à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette idée de rampe de lancement. Je freine beaucoup à l'intérieur, je suis très ouvert à l'extérieur. Et donc cette caractéristique de diffusion de la vapeur d'eau, c'est ce qu'on appelle le mu. Donc on avait le lambda, le R, pour la thermique, et pour la diffusion de la vapeur d'eau, on a le mu. Donc lui, c'est comme le lambda, mais à part que ça caractérise l'ouverture du matériau à la vapeur d'air, à la vapeur d'eau, d'air. Donc le mu, c'est est-ce que je suis résistant ou pas au passage. Plus le mu est petit, plus je suis ouvert. En fait, moi j'aime bien prendre l'analogie pour la diffusion de vapeur d'eau. Vous prenez un ballon de baudruche, vous le gonflez, vous faites un nœud, vous le posez là, vous venez dans 2 jours, il est toujours bien gonflé, vous venez dans 4 jours, 5 jours, il va commencer à dégonfler. Ça c'est la diffusion, ça passe progressivement. Par contre, je gonfle mon ballon de baudruche, je le lâche comme ça, tout l'air sort d'un coup et il se barre. Et c'est vraiment ça. Donc, et comme pour la thermique, le mu, ça caractérise le matériau il a une certaine épaisseur, et donc on parle de résistance de diffusion à vapeur d'eau de SD en multipliant le mu par l'épaisseur du matériau. Donc je mets 10 cm de laine minérale ou 20 cm de laine minérale, mais je serai 2 fois plus freinant quand j'en mets 20. Donc le mu, c'est le matériau, le SD, c'est le matériau fois son épaisseur, avec une règle de 6 pour 1. Toujours à garder aussi. Donc, pardon ? Donc, à l'intérieur, ça doit être plus freinant, donc ça doit être 6 fois plus grand. Donc si vous avez votre sous-toiture qui a un SD de 1, votre frein vapeur, il doit avoir un SD de 6. Il doit être 6 fois plus élevé à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est de résistance, donc plus je suis élevé, plus je résiste. Et donc ça, logiquement, sur la plupart des matériaux, c'est aussi indiqué sur les fiches, soit sur l'étiquette que vous avez sur votre ballot. Ça se retrouve régulièrement sur les matériaux biosourcés, un peu moins sur les laines minérales et des choses comme ça, mais on les retrouve sur leurs fiches techniques. Donc si on va sur Internet et qu'on va chercher la fiche technique, on trouve cette information-là. Maintenant, c'est un bon test aussi pour voir votre entreprise, si elle connaît ces notions-là. C'est de lui poser la question. Voilà. Et voir qu'est-ce qu'elle vous conseille quand vous lui parlez de ça. Donc pendant des années, en couverture, il y a eu ce matériau miracle qu'on venait mettre sous toiture. C'était un alu, des couches de plastique, un alu, et on mettait ça comme sous toiture et on vous disait que ça faisait 12 cm d'isolant, de laine minérale. Voilà, c'était des matériaux issus de l'aérospatiale. Hein. Mais donc ça, le problème de ces matériaux-là, si vous avez ça dans votre toiture maintenant, parce que ça a été mis il y a 15 ans, ça c'est quoi? C'est de l'alu, donc totalement fermé à la vapeur d'eau. Et donc ça, en sous-toiture, on ne sait pas faire grand-chose quand on a ça, parce que ça veut dire que s'il y a de la vapeur d'eau qui passe à travers le frein vapeur, à un moment elle est calée contre cette surface qui est froide, et elle va condenser dessus. Et donc ça, c'est vraiment, c'est très, très problématique, il faut l'enlever, quoi. Alors un dernier point, donc je vous ai dit confort d'hiver, donc la résistance thermique, plus c'est grand, plus ça garde la chaleur à l'intérieur, c'est facile. L'été, c'est plus compliqué. C'est une autre réflexion qu'il faut avoir. Moi j'aime bien, pour le confort estival, faire une simple... Ces nouveaux bâtiments, bien isolés, généralement en hiver il fait bon, ils sont bien isolés, mais en été il fait mourant chaud dedans. Nos anciens bâtiments comme ça, qui n'étaient pas isolés, en hiver on avait plutôt froid, mais en été, il fait généralement une très bonne température dedans, on reste au frais assez longtemps. Et donc, nous, on est arrivé à ça, mais moi, je veux arriver aussi à avoir cette qualité-là dans mon bâti. Je veux avoir le bon côté des deux. Et pour ça, il faut, encore une fois, se remettre dans cette notion de vase communicant dans le bâtiment. OK ?
Je suis en hiver. Il fait froid dehors, chaud dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un isolant qui empêche le passage de la chaleur. J'ai mis un petit peu d'isolant, j'ai un petit air, donc j'empêche un petit peu la chaleur de sortir. J'ai mis beaucoup d'isolant efficace, donc j'ai une grande résistance thermique, donc j'empêche beaucoup la chaleur de sortir. Ça fonctionne nickel. En été, j'ai pris une courbe de température d'une journée d'été à Otigny. On voit qu'à partir de 11 heures, la chaleur commence à monter, elle monte, elle atteint un pic vers 16 heures, puis elle recommence à redescendre jusqu'à 22 heures pour... Moi j'ai un air à 20 degrés, donc là je suis plus chaud dehors. Là la nuit, vous voyez, entre 2 heures du matin et 5 heures du matin, il va faire plus froid dehors. D'accord? Donc là je suis plus chaud dehors que dedans, je veux rentrer. Là, par contre, il commence à faire, je ne sais pas, moins 5, j'aurais dû mettre, mais 17. Il fait plus froid dehors que dedans, la chaleur veut ressortir. Ok, donc la chaleur est rentrée, elle veut ressortir. Donc si je me mets sur mon toit, il est midi, ça chauffe. Vous allez sur un toit en ardoise à midi, 2 heures, quand il fait bien plein soleil, vous mettez votre main dessus, il fait 70-80 degrés en surface. Hein. On peut presque faire cuire un œuf sur votre toiture. Hein. Cette chaleur-là, qu'est-ce qu'elle veut faire vu qu'il fait 20-25 ici? Elle veut rentrer. J'ai un delta de 50-60 degrés, je veux rentrer, mais vite et bien, massivement. Hop, ça rentre. Maintenant, il fait nuit. Plus froid dehors que dans mon bâtiment où on est peut-être passé de 20 à 25 degrés avec la température qui a augmenté le long de la journée. Donc moi, ma chaleur, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut sortir, mais qu'est-ce que j'ai mis? De l'isolant. Et donc cet isolant, cette chaleur qui est rentrée, elle ne va plus la laisser sortir, ou en tout cas difficilement. Et ça, c'est le problème qu'on a dans ces bâtiments maintenant très isolés, quand on n'a pas réfléchi à la gestion d'été, c'est que ça rentre, mais ça ne ressort plus. Ou ça ressort difficilement. Et donc, quand on voit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout compte fait, il faut empêcher, à un moment, dans l'isolant, il faudrait arriver à arrêter la chaleur, pour qu'elle ne rentre pas à l'intérieur et qu'elle reste bloquée dans le complexe et pas dans le bâtiment. En fait, moi, j'aime bien faire une analogie entre des cours de récré. Donc, vous imaginez... Hop. Je vais le mettre là. Vous avez une cour de récré. Ok, vous avez ici, au bout de la cour de récré, un petit caniveau. Hop. Et là, un gros bidon. Un gros bidon. Fait pour récolter de l'eau. Il pleut. Il est en train de pleuvoir. Ma cour de récré est en asphalte. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ruisseler rapidement, elle va venir dans le caniveau et elle va remplir mon bidon. Très rapidement, mon bidon, il est rempli. Si maintenant, au lieu de mettre de l'asphalte, je mets de la terre et de l'herbe. Voilà, l'eau va tomber, la terre va l'absorber. Quand elle est gorgée d'eau, elle va commencer à la rejeter tout doucement. Et au bout du même temps, j'aurai peut-être qu'un petit fond d'eau dans mon bidon. Il y a des matériaux en construction, en isolation, qui ont l'effet de la terre, en fait. La chaleur arrive, il la stocke dans la matière, et quand il est rempli de chaleur, qu'il a atteint un niveau, il va la laisser passer tout doucement. Mais en attendant, il la stocke dans la matière. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc la chaleur arrive, elle ne rentre pas, elle est dans cette matière, et une fois qu'il fait plus froid dehors, elle recircule facilement vers l'extérieur. Et chez nous, on dit que la matière, enfin l'isolant placé, devrait être capable d'engranger de la chaleur pendant 8 heures. Sous nos climats, c'est suffisant. Et en fait, c'est vraiment la nature du matériau qui va définir si elle est capable ou pas de le faire. C'est la matière. Là, c'est la nature de la fibre du matériau. Et on a fait un petit test. On a pris ça, c'est de la ouate de cellulose, donc c'est du papier haché qu'on vient insuffler dans les bâtiments. Ça, c'est une laine minérale classique. Ça, c'est des panneaux de polyuréthane. Et ça, c'est des panneaux en laine de bois. On a été voir la norme en toiture, enfin la prime qui nous dit qu'il nous faut une résistance thermique de 5. Okay, chaque matériau a son lambda. La ouate de cellulose 0,038, la laine minérale 0,032, le polyuréthane 0,024, la laine de bois 0,040. On a vu plus c'est petit, plus thermiquement pour la chaleur c'est efficace, donc moi je dois en mettre d'épaisseur.
Et donc nous, on a été chercher les épaisseurs qu'il fallait pour ce R2.5. Donc là, il m'en fallait 19 cm, 16, plus efficace. Hein. Lui, le plus efficace au niveau du lambda, je vais en mettre que 12. Et ici, comme le lambda est un peu plus élevé, ben, je vais en mettre 20 cm. Donc en mettant ces épaisseurs-là de ces matériaux-là, je respecte la norme hiver. Okay. Et puis nous, on a via un programme qui s'appelle Ubacus, on a été calculé ben, quel est le déphasage de ces matériaux-là dans ces épaisseurs-là. Donc le déphasage, c'est le temps que met la chaleur extérieure pour rentrer à l'intérieur. Je déphage, c'est la temporalité. Et on a dit, chez nous, c'est 8 heures. Ici, avec mes 19 cm, j'étais à 6 heures de déphasage. Donc, il chauffait dehors, 6 heures après, ça commençait seulement à chauffer dedans. Ici, avec ma laine minérale de 16 cm, j'étais à 2 heures. Donc il chauffe dehors. À midi, à 14 heures, je commence à chauffer dans le bâtiment. Hop, j'ai été trop vite. Les panneaux de polyuréthane, 3 heures, c'est pas très brillant non plus. Et la laine de bois, je suis à 11 heures. Donc, il y a un premier point, oui, je suis plus épais. Donc, plus je vais mettre de la matière, oui, plus j'aurai de masse pour pouvoir stocker cette chaleur-là. Premier truc. Mais surtout, je vous ai indiqué 2 valeurs ici qui sont la masse volumique du matériau. Donc, combien il pèse par mètre cube. Plus un matériau est lourd, quand vous le prenez en main par rapport à un autre pour le même volume, plus il va avoir la capacité de stocker de la chaleur. Ça, c'est une première chose. Et le béton, il n'y a pas mieux pour stocker de la chaleur, en fait. Hein. C'est très, très dense, donc ça stocke énormément de chaleur. Et la deuxième caractéristique, c'est la capacité thermique du matériau. Donc la capacité thermique du matériau, c'est combien je vais aller apporter des calories pour que sa température monte d'1 degré. Et tous les matériaux ne sont pas égaux non plus. On voit par exemple que ma laine de bois, elle a une capacité thermique de 2100, tandis que ma laine minérale que de 830. Donc on voit qu'ici, plus j'ai une capacité thermique élevée, plus je vais stocker de la chaleur avant d'avoir ma température qui augmente et de transmettre cette chaleur. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les matériaux qui ont généralement des capacités thermiques élevées, c'est des matériaux biosourcés. Biosourcés, donc c'est le chanvre, la ouate de cellulose, le bois. Quand vous regardez les informations de ces matériaux-là, ils ont toujours des chaleurs spécifiques très élevées. En tout cas par rapport à une laine minérale ou à un polyuréthane. Là c'est du... il faut au moins 8 heures, quoi. Il faut que ça le stocke au moins pendant 8 heures. Ça le stocke pendant 11h20, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre. Enfin, il y a très peu qui rentre par là. En été, tu vas éviter tu vas garder dehors au maximum. Ton bâtiment, il est quand même à température naturellement. Il ne va pas descendre à 0 degré. Hein. Il va rester frais comme une maison en pierre. Ouais. Mais donc voilà, ça c'est important. Ouais. Ça, tu ouvres ta fenêtre, un quart d'heure, tu chauffes ton bâtiment. Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça rentre en continu et que ça devienne... En fait, ces toitures dans lesquelles on fait des chambres et qu'on ne sait pas habiter en été, quoi. Ça c'est vraiment important. Donc vous avez un mur, votre mur, il fait ce rôle-là, la masse du mur, mais vous avez une toiture inclinée ou une toiture plate en ossature bois, il n'y a rien qui joue ce rôle-là. Et donc c'est vraiment l'isolant là qui aura une importance pour stocker la chaleur. Et éviter cet effet, à 4 heures, je ne tiens plus dans le bâtiment, quoi. Si on isole le grenier, il faut faire ça aussi? C'est mieux d'utiliser des matériaux qui ont du déphasage. Même s'il n'est pas en contact direct avec Mais le volume de votre grenier va chauffer et lui va transmettre. C'est moins direct que si vous êtes directement sous vos combles, mais il y a quand même un effet de transmission. Et tout ça, donc c'est important pour les parois légères. Est-ce qu'on vend des matériaux qui ne sont pas performants? Sur un mur, encore je vous le dis, hein, vous isolez un mur, vous avez votre mur qui joue un peu cette rôle de masse. Donc le problème, il n'est pas là. Mais sur des structures légères en bois, vous avez vraiment ce problème-là. Et là, je vous dis, il faut réfléchir un peu différemment. Et puis encore, les lobbies du marché, les producteurs de laine minérale sont beaucoup plus puissants que ceux des écomatériaux en général. Est-ce que les questions qu'on pose sont enregistrées?
sinon les gens qui vont écouter après, ils ne vont pas comprendre la réponse s'ils n'ont pas la question. Oui, enfin tout est enregistré, mais si Bon. tu peux répéter la Je répéterai, oui. Faire juste une petite réflexion. Oui. Et donc, ça c'est vrai quand vous avez votre toiture qui est sans fenêtre. Voilà. Il faut savoir que quand vous commencez à mettre des Velux, il y a 200 fois plus de chaleur qui rentre par le Velux que par la toiture. Donc, comme je vous le disais, il faut penser du coup à occulter. Donc vous avez votre toiture qui est très, très performante contre la chaleur d'été. Si votre Velux il n'a pas un store extérieur qui le protège, ben, ça rentre par là. Et même qu'on bac tantôt, ça rentre. Et comme on a bien isolé, ça ne ressort plus. Donc voilà. Et donc c'est voilà, des screens de ce type-là sur les Velux ou des volets, des screens qu'on met comme ça sur les fenêtres qui sont exposées sur les faces soleil quand on a isolé les murs, ou des petites casquettes qui permettent d'ombrager en fait. En été, quand vous avez une fenêtre, quand vous avez une marque au sol de lumière, ben c'est que la chaleur rentre et que c'est en train de chauffer là. Donc il faut en été essayer de toujours de ne pas avoir de marque au sol de soleil. Tout ce que je vous ai raconté là se trouve dans des petits guides que vous pouvez télécharger sur Internet qui s'appellent « Comprendre l'isolation ». Là, il y a 3 guides. Il y en a un qui vous montre les différentes solutions pour composer les murs, l'isolation des murs, des toitures. Il y en a un qui vous montre toutes les notions que je vous ai dit ici, qui vous les réexplique, et un qui a une 40aine de fiches techniques de matériaux d'isolation qui expliquent leurs points forts, leurs points faibles, et toutes leurs caractéristiques techniques. Donc je vous ai mis à la fois un QR code et l'adresse Internet. Vous aurez le support. Voilà. Oui, mais parfois c'est simplement leur poser des questions et voir leurs réponses, moi je pense, qui est important. Et donc moi je vous ai parlé de tout ça, encore 5 minutes et c'est fini. On a isolé, on a rendu étanche, donc je vous ai dit tantôt, l'air qui avant se renouvelait naturellement ne se fait plus. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de grilles dans les châssis. Donc ça c'est des grilles qui servent à la ventilation. Oui, il y en a des isolés phoniquement, mais oui. Parce qu'en fait, elles doivent être ouvertes pour permettre à l'air de rentrer. Et donc la ventilation, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est vraiment le tabouret à 3 pieds. Hein. J'ai isolé, j'ai rendu étanche, je mets en place une ventilation généralement mécanique contrôlée pour renouveler l'air de mon bâtiment. Ici, je suis sur des économies d'énergie et de confort. Quand je suis sur la ventilation hygiénique, c'est ma santé. Donc nous, on produit de l'humidité, on respire, on produit du CO2. On a des modes de vie où on relargue en permanence des polluants dans notre air. Hein. Les tables en panneaux agglomérés, c'est de la colle, c'est des COV. Le Monsieur Propre, parfum des îles, l'odeur, c'est du COV. Tous nos tissus d'ameublement, ils sont inifugés, donc c'est aussi des produits qui se relarguent dans l'air. On aime bien mettre la petite bougie parfumée, c'est des polluants. Donc on relargue en continu. Et donc cette ventilation, elle sert à ça, elle sert à baisser le taux d'humidité, baisser le taux de CO2 dans le bâtiment et baisser les polluants dans le bâtiment en continu. C'est vraiment important. Et baisser le taux d'humidité, c'est pour éviter d'avoir de la condensation interne et des moisissures dans le bâtiment. Je suis un peu en retard. Donc l'aération, c'est ce qu'on faisait dans les vieux bâtiments. On ouvrait sa fenêtre un quart d'heure, c'était manuel, il y avait du vent dehors, ça aérait bien, il n'y avait pas de vent, ça aérait rien du tout. Et maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est de la ventilation. On va mettre un appareil qui va se substituer à ça et qui va fonctionner en continu. On n'aura pas à intervenir. C'est automatique. Il régule ses débits aussi automatiquement et il renouvelle notre air pour nous. Oui, ça voilà. Trop sec. Et donc, je ne sais pas si vous avez chez vous un hygromètre. Donc, s'il y a un appareil à acheter, à avoir chez soi, c'est un hygromètre. C'est un appareil qui mesure le taux d'humidité dans votre air. Je ne sais pas si vous connaissez tous ça. Ouais. Voilà, ça c'est important. Et donc ça permet vraiment d'objectiver si mon air est trop humide ou trop sec. Et chez nous, on dit sous nos latitudes, entre 40 et 60%. Pas en dessous de 40, parce qu'en dessous de 40, on commence à avoir l'air trop sec et donc des problèmes au niveau des muqueuses, des problèmes de réaction allergique. Les poussières commencent aussi à se mettre en suspension dans l'air plus facilement. Les microbes, les virus, ils sont accrochés aux poussières, donc on en inspire plus aussi. Et pas au-dessus de 60, parce qu'au-dessus de 60, c'est le bâtiment qui commence
à souffrir indirectement, parce que donc trop d'humidité dans l'air, des risques de condensation dans le bâtiment, condensation, moisissure, et moisissure, c'est des allergies pour nous. Enfin, c'est des problèmes respiratoires. Donc 40 à 60%, dès qu'on a plus de 60, il faut aérer, il faut ouvrir sa fenêtre. Quand on est en dessous de 40, il faut humidifier un peu son air. Et vous, enfin, juste pour que vous ayez une idée de grandeur, vous passez une nuit dans votre chambre, vous dormez 8 heures. Quelle est la quantité de vapeur d'eau que vous produisez pendant que vous dormez? Ouais. Enfin, c'est pas un demi-verre, c'est pas un verre, c'est une bouteille d'eau d'1 litre. On respire. Et puis la respiration. Et enfin, simplement notre respiration. Hein. Et donc, nous, on produit vraiment beaucoup d'humidité. Hein. Une famille de 4 personnes, c'est jusqu'à 10 litres d'eau par jour. Et là, je n'ai pas un aquarium de 100 litres qui tourne en permanence non plus. Hein. C'est juste un usage classique du bâtiment. Les aquariums, c'est des sources d'humidité incroyables. Bah, vous avez un aquarium, toutes les semaines, vous remettez de l'eau dedans. Donc c'est qu'à un moment, elle est partie quelque part, elle est partie dans l'air. Voilà, donc 40 à 60. Donc ça, je vous l'ai dit, le CO2. Les produits polluants. L'OMS estime que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que notre air extérieur. Par tous les éléments que je vous ai dit qu'on rajoute dans notre... voilà. Est-ce que j'ai encore du temps? C'était jusqu'à midi? Ah bon, ça va, je pensais que j'avais dépassé. Donc la ventilation, le principe, c'est faire entrer de l'air dans les pièces sèches, les pièces de vie. Donc salon, salle à manger, votre chambre, votre bureau, et extraire l'air pollué dans les pièces humides, des pièces de service, donc c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine, la buanderie, les WC. Et permettre la circulation d'air, le brassage d'air entre ces pièces-là. Vous extrayez les pièces humides? Oui. Et vous mettez dans le salon? Non, on fait entrer l'air extérieur, on fait entrer de l'air frais dans les pièces de vie, donc quand on a une ventilation simple flux, via les grilles que vous voyez dans les châssis. Il y a toutes vos portes. Vous voyez, vos portes sont soit détalonnées, soit avec une grille pour permettre la circulation d'air entre les pièces. Et vous avez un appareil qui extrait dans les pièces humides. Donc on tire d'un côté, et comme on met en dépression, l'air extérieur frais rentre par les grilles. C'est un phénomène de dépression, en fait. Et donc c'est quand on met ça en place et que tout fonctionne. Donc à partir du moment où je ferme ma grille de ventilation, ma VMC, elle ne fonctionne plus. Parce qu'elle n'arrive plus à aller tirer de l'air frais dehors, donc elle va la tirer, mais pas au bon endroit. Et donc voilà, une VMC simple flux, si on prend un bâtiment, je vais me mettre... Vous voyez, je ne suis pas devant vous. Donc, j'ai ici, pièce de vie, soit des grilles dans mes châssis, soit des grilles murales. Donc il y a aussi, quand on ne change pas ces châssis, on peut mettre des grilles au niveau des murs en faisant un percement dans le mur. Ce qui est parfois plus mal au niveau du bruit, parce que du coup, on profite des 40 cm du mur pour faire du phonique dans l'épaisseur. J'ai un appareil comme ça, caché quelque part dans un faux plafond accessible, qui est relié via des conduits à des bouches dans mes pièces humides. Cet appareil-là, c'est un gros ventilateur qui tourne à l'envers. Donc au lieu de pulser l'air, il tourne et il extrait l'air. Il met en dépression. Comme je tire là, que j'ai des passages sous mes portes, l'air est attiré par ici et ça circule. Et c'est ce brassage d'air à travers toutes mes pièces qui assainit mon air. C'est clair? On verra avec la maquette après. Donc ça, c'était la simple flux. Du coup, quand on est vraiment sur un bon niveau d'étanchéité à l'air, donc on a fait sa toiture, qu'on a changé ses châssis globalement, ces deux travaux-là, vous avez déjà un bâtiment qui devient bien étanche par rapport à ce que vous aviez avant, en tout cas au niveau sanitaire. Les petits extracteurs, comme vous pouviez avoir indépendants dans les salles de bain avant, ça suffit plus. Donc c'était soit vous allumiez la lumière, il se déclenchait, ou il détectait un peu un taux d'humidité dans la salle de bain, il se déclenchait. Ça sera plus suffisant. Maintenant, ça l'était peut-être, mais après, ça ne le sera plus. Hop. Par contre, ils ont développé des petits extracteurs comme ça qui font comme à chaque fois des mini VMC qui fonctionnent en continu. Donc ça, ce système-là, c'est pas la meilleure solution, mais c'est une seconde solution qui pourrait aider si vous n'arrivez pas à placer des tuyaux entre toutes vos pièces humides. Et en rénovation,
c'est très compliqué à mettre en place, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de ventilation mécanique double flux. Voilà. En rénovation, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais je voulais quand même vous en parler. Donc, le simple flux, ça veut dire qu'un flux est mécanisé. Donc, le flux d'extraction est avec un ventilateur, et donc c'est un flux, c'est simple flux. En double flux, à la fois la pulsion et l'extraction sont mécanisées. Donc, vous n'avez plus de grilles dans les châssis, mais vous avez des bouches du même type à l'extraction et à la pulsion. Et d'un côté, on a l'appareil là qui va chercher l'air extérieur et qu'il pulse dans les pièces sèches. Et de l'autre côté, il l'aspire dans les pièces humides et il envoie l'air à l'extérieur. Et il y a entre les deux parties ici de l'appareil juste une plaque qui permet que l'air chaud qu'on extrait préchauffe un peu l'air frais qu'on rentre. Donc c'est avec récupération de chaleur. Mais ça, comme tout est relié au même appareil, dans une réno, c'est souvent compliqué de passer tous les conduits. Sauf si on fait une réno vraiment lourde et qu'on met tout à nu et qu'on y va. Voilà. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, une VMC va fonctionner si l'air s'est passé librement. Donc, les bouches, on les nettoie. Parce que, comme ça aspire, ça attire l'air, ça attire les poussières, donc ça s'encrasse très très vite. Si ça s'encrasse, j'arrive plus à tirer l'air. Ma machine, elle veut tirer une certaine quantité d'air et donc elle se met à tourner en sur-régime. Du bruit et une efficacité beaucoup moindre. On ne met pas de boudin dans les portes intérieures pour boucher les trous sous les portes, vu que ça sert à faire circuler l'air entre les pièces. Et on nettoie aussi toutes ces grilles-là et on ne les ferme pas. À partir du moment où je dis où on ferme la grille d'entrée d'air, c'est tout le système qui est déséquilibré et ça ne fonctionne plus. Donc voilà, et ça c'est un des conseils. Pour la simple flux, on dit généralement de vérifier visuellement tous les 3 mois les grilles et les bouches. Parce que vous avez peut-être fait des travaux et que du coup vous avez encrassé de façon plus massive. Et tous les ans, il faut les nettoyer. Il faut les dépoussiérer. Et la machine, donc la VMC, la boîte ventilateur, tous les 3 ans, il faut l'ouvrir et aller l'aspirer, l'entretenir. Donc généralement, si vous avez une chaudière au gaz, c'est la même période que l'entretien de votre chaudière au gaz et demandez à votre chauffagiste d'y aller si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même. Autrement, c'est un coup d'aspirateur en fait. Voilà, on a fait une petite vidéo, vous avez aussi l'adresse net pour montrer comment on entretient toutes ces différentes bouches. Hop. Et voilà, moi j'ai fait tout le tour, très rapidement, je vous ai donné beaucoup d'infos. Maintenant, si vous avez des questions plus pratiques. Oui. Justement sur le dernier sujet, quel est le son que produit ce système de... Donc, quel est le son que produit? Donc, est-ce que c'est bruyant? Pas forcément en bruit, parce que le bruit c'est déjà une connotation sur un son, c'est-à-dire que c'est un son qui va déranger un peu, tandis qu'il y a des sons qui peuvent être parce que au niveau des châssis, moi je ne peux pas faire des cris comme ça, parce que je suis hypersensible au son. Donc c'est devenu assez bassin, donc ça n'a aucun intérêt que j'ai des cris de la rue pour faire rentrer de l'air. Mais du coup, chez vous, peut-être que c'est intéressant de travailler. Vous avez, donc, oui. Attends, je vais répéter d'abord. Donc, l'idée du son qui peut pénétrer par ces grilles. Comment on peut résoudre ça quand on est et le moteur. Mais donc, en simple flux, donc le moteur n'est relié qu'à vos pièces humides. Donc, des pièces où vous dormez pas, où il y a toujours un bruit de fond. Donc on l'entend pas, sauf quand tout d'un coup on prend 3 douches à la suite et que le moteur se met plus fort. Et là, pendant une demi-heure, on va entendre un bruit de fond. Mais autrement, dans un environnement bruyant normal de maison, on n'entend pas. C'est dans le fond. Maintenant, vos grilles, c'est vrai que si vous êtes sur une rue passante, la grille dans les châssis devient un point faible. Donc il y a des grilles avec affaiblissement phonique. Donc toutes les grilles ne se valent pas. Et pour vous, peut-être justement le percement dans les murs, où là on peut vraiment jouer sur l'acoustique, devient intéressant. Donc moi je suis sur une rue passante, et donc j'ai longtemps hésité, soit entre ces grilles-là, ou à prendre en second jour. Donc à utiliser j'ai un grand couloir d'entrée qui dessert, et en fait je fais entrer mon air frais par mon couloir, qui devient, et puis ça circule dans mes pièces de vie.
Donc c'est parfois réfléchir par rapport à sa disposition. Moi j'ai un passage latéral, je m'en suis servi en fait. Et autrement, voilà, les percements de murs va permettre une atténuation phonique plus forte. D'autres questions? Moi, les châssis ont été changés et je ne pense pas qu'ils aient mis de pare-vapeur. Ou c'est pour faire quelque chose. Donc en cas de changement de châssis, quand on n'a pas mis cette bande d'étanchéité autour des châssis, oui. En fait, il faut casser un peu. C'est plafonné chez vous, les retours de baie. Il faut casser un peu votre plafonnage, venir coller la bande sur vraiment un ras du châssis et la renoyer dans le plafonnage que vous remettez. Et là, vous recréez votre étanchéité à l'air parfaite. C'est sur des châssis, encore chez moi, il y avait des châssis qui étaient récents des propriétaires d'avant. C'est ce que j'ai fait. Enfin, moi, j'avais un habillage bois en plus à l'origine que j'ai simplement enlevé. J'ai mis ma bande et j'ai replafonné mes bâtés de fenêtres. Parce que ce film n'est pas sur le mur, il doit quand même... Mais donc, vous êtes isolé. Votre mur, un jour, si vous isolez votre mur, est-ce que vous allez le faire par l'intérieur ou par l'extérieur? Par les coulisses. Donc pour vous, c'est intéressant de le faire. Parce que donc votre mur, l'épaisseur de votre mur fait la diffusion de vapeur, votre plafonnage fait l'étanchéité à l'air. Et donc cette bande que vous raccordez à votre châssis doit être noyée dans le plafonnage pour faire la continuité d'étanchéité à l'air. Et s'assurer qu'ils ont bien bouché le vide entre le châssis et le mur sur le côté avec de l'isolant. Donc voilà. Et donc la seule solution, comme vous êtes déjà plafonné, c'est de casser une bande de plafonnage, de venir mettre la bande et de la renoyer dans du nouveau plafonnage. Et là, ça va vraiment faire votre étanchéité à l'air et donc empêcher ces fuites. Vous voyez, cette vapeur d'eau qui rentre massivement, d'aller mouiller ce que vous allez faire dans votre coulisse. Encore une fois, vous ne le faites pas, vous n'aurez peut-être jamais de problème. Je ne peux pas vous le garantir. Encore une fois, vous vous éloignez de la règle et donc la probabilité d'engendrer un problème est plus grande. Sans être sûr qu'on l'aura, mais voilà, c'est toujours un qui tout double. C'est comme on n'isole pas une toiture s'il n'y a pas de sous-toiture. Donc quand vous avez une ancienne toiture et que vous voyez votre tuile directement comme ça, logiquement, il faut démonter le revêtement de toiture et venir mettre une sous-toiture puis remettre une couverture. Parce qu'autrement, vous n'avez pas votre parka. Et donc, il faut savoir qu'une tuile, une ardoise, c'est jamais totalement étanche à l'eau. Le vent souffle, la neige fond, il y a toujours de l'eau qui passe. Et c'est là qu'on attrape des problèmes. Avant, il n'y avait rien, ça passait, ça circulait, ça séchait. Là, ça va se stocker dans l'isolant, s'il n'y a pas la sous-toiture. Si vous n'avez pas votre parka, vous allez mouiller votre pull. C'est compliqué. C'est beaucoup de détails, en fait. Il y avait des volets en bois, surtout au rez-de-chaussée en fait. Et donc là, ils ont changé les châssis en 1990, voilà, on a des châssis. Et je pense qu'ils ont retiré les volets et ils ont mis de la laine de verre. Ils ont mis De la laine de verre. Ouais. Et quand j'ai demandé il y a 2-3 ans pourquoi changer les châssis, j'ai posé la question. Ils ont dit, oh, mais on met de la laine de verre. Mais l'intérêt, c'est pas suffisant. Parce qu'au niveau sonore, je pense aussi qu'il y a du bruit qui rentre par là. Mais au niveau phonique, les isolants fibreux sont une bonne solution. Parce que justement, ils cassent le... Voilà, vous auriez mis un panneau rigide dedans, ça aurait encore été pire. Mais donc, il faut cette laine de verre, et puis il faut, idéalement, l'étanchéité à l'air. Parce qu'en fait, là où l'air passe, le son passe. Donc vous mettez de l'isolant, vous mettez l'isolant que vous voulez, plutôt semi-rigide dedans, vous remplissez bien, et puis vous mettez un bout de frein à vapeur bien tapé. Et là, ça va améliorer encore le phonique. Les bandes que vous mettez autour des châssis, ça améliore le phonique aussi, parce que là, l'air passé, donc le bruit passé, ben là, ça va être freiné. Donc c'est des petits détails qui améliorent le confort en général. Mais c'est bon à savoir parce que eux ils disent oh oui, on le fait, mais et puis quand c'est une maison dite rénovée, comment elle a été rénovée, parce que le nombre de maisons où les toits ont été isolés par les gens eux-mêmes, dans 90% des cas, on dit Et avant, on mettait 5-6 cm d'isolant. Donc,
Les problèmes, voilà, ici, plus on augmente, plus on génère potentiellement des zones de problème. Donc tu avais 5 cm, ça passait quoi. Ici, on va se retrouver avec 25. Bah, si ça condense bien au milieu, et là, c'est bien emprisonné. Et donc c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'on ne fait plus comme avant, et que même les connaissances en matière d'isolation, sur les 15 dernières années, ça a évolué. On a fait beaucoup d'essais-erreurs aussi, hein, pour en arriver maintenant à avoir une réflexion sur la bonne pratique. Et c'est aussi au niveau des entreprises se dire, oui, faut que j'adapte mes gestes techniques. Le nombre de menuisiers, quand je demande sur chantier de mettre la bande d'étanchéité à l'air, qui me disent « mais ça sert à rien, madame ». Mais si. Voilà. Et le fait d'isoler, moi j'ai une maison qui semble très humide, si j'isole, à la limite je dois commencer par un système de ventilation. Donc on isole. Alors il faut savoir quelle humidité c'est. Si c'est de l'humidité qu'il y a dans vos murs, typiquement humidité ascensionnelle, il faut traiter l'humidité. On n'isole jamais une paroi qui est humide. Vous voyez, quand vous avez de l'humidité dans les pieds de mur sur les 15-20 cm comme ça, il faut d'abord traiter ça. Parce qu'encore une fois, si l'humidité ne sera pas résoute, c'est juste le mur qui fait un peu effet sucre et qui absorbe l'eau du sol. Donc c'est pas parce que je mets un isolant dessus que ça va s'arrêter. Et j'aurai de l'eau qui va mouiller mon isolant et hop. Donc il faut toujours résoudre les problèmes d'humidité. Maintenant, quand vous avez avec votre hygromètre, il vous donne quoi comme chiffre quand vous mesurez l'humidité de votre logement? Ouais, ça c'est beaucoup trop. Donc il faut. Moi, déjà, je testerai en ouvrant les fenêtres plus souvent. Déjà voir si ça fait descendre votre humidité. Voir si c'est justement un bâtiment qui est déjà étanche, qui a pas assez de renouvellement d'air, et que c'est simplement l'humidité que vous produisez vous. Déjà en ouvrant, vous voyez, ça monte au-dessus de 60, j'ouvre mes fenêtres un quart d'heure, 10 minutes, je referme ma fenêtre. Et je vois ce qui se passe. Si ça se régule comme ça veut dire que l'humidité, c'est plutôt celle que vous produisez. Maintenant, si vous avez de l'humidité, encore une fois, des murs poreux, donc certaines vieilles briques sont poreuses, ça laisse passer l'eau. Et là, c'est des taches plutôt qu'on a un peu partout sur les murs à n'importe quelle hauteur. L'humidité ascensionnelle, l'eau qui rentre dans le bâtiment par ces entrées-là, elle s'évapore dans le bâtiment. Et donc, elle humidifie l'air du bâtiment. Donc ça, mon mur, il suce l'eau du sol comme mon sucre. L'eau, elle se retrouve dans mon ambiance qui est à 20 degrés. L'eau s'évapore dans mon ambiance à 20 degrés parce que je peux contenir plus d'humidité. Donc il faut arriver à identifier. Et donc oui, si vous voyez que c'est un problème d'étanchéité à l'air parce que votre humidité remonte dès que vous avez refermé votre fenêtre et qu'il n'y a pas d'autre entrée, il faut probablement penser à une ventilation. Je ne sais pas si vous avez déjà entamé des travaux de rénovation chez vous, mais je vous dis, châssis, toiture, souvent on voit apparaître des problèmes. Quand c'est bien fait, quand les deux sont bien faits, souvent on a des problèmes d'humidité si on n'a pas pensé à la ventilation. L'humidité était déjà présente avant les châssis et j'avais de la condensation sur mes fenêtres avant les nouveaux châssis que je n'ai plus, sans doute que les châssis sont venus. Elle change de place. Le souci, c'est d'avoir des gens qui vous posent un diagnostic correct, parce que j'ai fait venir des gens et ils disent tous des choses différentes. Et donc, je crois qui, je fais quoi. Oh, oui. C'est vrai que si vous faites venir d'une société qui gère les remontées capillaires, elle va sûrement vous trouver un problème de remontée capillaire quelque part. Donc c'est difficile. Parfois, un architecte conseille. Un professionnel neutre qui n'a rien à vous vendre, en fait. Ça, c'est quand même le bon... Qui, lui, pourra en plus peut-être vous donner des conseils pour vos travaux. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aides pour faire venir l'architecte? Parce que les architectes ne sont pas toujours... Mais là, c'est du conseil, donc c'est... Ouais. Ça dépend. Puis là, c'est pas pour faire des projets, c'est pour faire un conseil technique. Donc vous négociez un forfait avec lui. Oui, voilà. En tout cas, quand on tourne en rond sur un problème qu'on n'arrive pas à identifier, un professionnel du bâtiment neutre, qui n'a rien à vous vendre,
Ben, il va venir, ça va peut-être lui prendre une demi-journée, il est peut-être à 800 € le jour, il est peut-être 400 €, enfin voilà. Ça devient un tarif à la prestation en fait. 100 €, parce que si c'est 100 €, si la personne travaille 2 heures, c'est 50 € de l'heure. Oui, Pour un professionnel. c'est ça. Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça, il faut se dire que ça lui prend une demi-journée, le temps de venir, de faire le diagnostic, de vous faire un rendu. Ouais. Si c'est pas un problème compliqué, et que c'est. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire aller vers quelqu'un qui n'a rien à vous vendre. Je ne peux pas ici. Voilà. Donc voilà. Oui. Les ventilations par rapport, parce que justement, l'isolation, sauf si on prend la double flux qui reprend un peu de chaleur, on a quand même une déperdition aussi. Mais c'est rien. Donc, est-ce qu'une ventilation provoque de la consommation énergétique? C'est ça votre question. C'est rien. Donc, même une simple flux, c'est rien par rapport à ce qui pouvait sortir avant par toutes les fuites d'air de votre bâtiment. Je dis, avant, c'était 20% de votre chaleur qui s'en allait par là. Ici, la VMC, ben, elle va. Ok, c'est un petit ventilo, mais c'est 50 watts. Enfin, ça consomme entre 15 et 50 watts selon les modèles qu'on prend. Donc, niveau électrique, c'est moins qu'une PlayStation, même en tournant toute la journée. Après, oui, vous faites rentrer de l'air frais, mais vous le faites rentrer juste en quantité exacte par rapport au renouvellement de l'air nécessaire. La machine teste le niveau d'humidité. Donc, après, il y a plein de sortes de machines, mais celles qu'on vend maintenant couramment sur le marché, au niveau des bouches, il y a des différents tests. Donc, par exemple, celle que j'ai chez moi, j'ai un test à l'humidité dans ma salle de bain. Donc, elle est sur un régime minimum, qui est le régime de base. Et puis, quand on prend des douches et qu'elle teste qu'on monte en humidité, elle met cette bouche-là beaucoup plus fort pour extraire plus. Dans ma cuisine, c'est sur l'humidité et le CO2. Dans les toilettes, ça sera sur le CO2, donc détection de présence en fait. Vous êtes dans vos toilettes, mais ça va mettre en extraction plus forte un certain temps. Et donc on va vraiment renouveler ce qu'il faut quand il faut. Et il faut renouveler son air. Enfin, c'est même pas un choix, c'est une obligation. Si on veut pas d'humidité, si on veut pas de problème de santé, il n'y a pas le choix. Il faut juste choisir le bon système, le plus efficient. Encore une fois, on est dans la deuxième case, il faut choisir un système efficient et parfois mettre 200, 300 € de plus pour avoir quelque chose de correct.